Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous parler du bouleversement qu'a connu leur vie à l'arrivée de leur triplé. C'est un tsunami qui nous arrive dans notre vie et il faut l'affronter. À 29 ans, Pascal connaît des difficultés pour tomber enceinte. Son désir d'enfant la pousse à se tourner vers une procréation médicalement assistée. On fait tout pour que ça fonctionne. On m'implante 3 embryons. L'échographe passe, dit bon, il y en a un, il y en a 2 et il y en a 3. De retour de la maternité, Pascal est projeté dans un nouveau monde. Il y a 18 biberons par jour à préparer le matin, 600 couches par mois, des palettes de lait que vous commandez. Voilà, c'est énorme. Philippe devient à 38 ans le père de 3 enfants. Au bout d'un mois, il est déjà complètement dépassé. On a tout fait, on a changé la couche, il a mangé, on le prend un peu, il continue de pleurer. C'est l'impression d'être pris en otage. Je me dis, j'en ai plein la tête, en fait j'en ai marre. La compagne de Philippe, Géraldine, se sent abandonnée. Leur couple est sur le point d'imploser. Pendant 2 mois, le papa fait pas partie du quotidien. Et là, seul à gérer les 4, on se sent seul au monde. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Comment se préparer à accueillir 3 bébés en même temps? D'ailleurs, peut-on se préparer à accueillir 3 bébés en même temps? Est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans un quotidien qui ressemble parfois à une usine à bébés dans certaines périodes? Comment ne pas perdre de vue son couple? Et puis, comment grandir quand on est triplé? Quel est le lien qui unit ces enfants? C'est les questions qu'on se pose. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup. C'est vrai que vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver. Vous partagez une expérience commune puisque vous avez des triplés et un petit garçon qui a 4 ans. Et les triplés ont 17 mois. Ouais. Et puis vous, Pascal, vous avez élevé seul 3 garçons qui sont là, souriants, en pleine forme. Et donc on se demande par quoi vous êtes passés eux-mêmes. D'ailleurs, il y a des trucs dont ils ne se souviennent pas, j'en suis sûr. C'est sûr. Hein, et ils ont 15 ans aujourd'hui. Oui. Bon, moi, je connais bien leur prénom parce qu'il est écrit ici. Mais ils vont nous raconter si des fois on les confond. Et Géraldine et Philippe, vous, ils ont 17 mois. C'est quoi une image forte pour qu'on voit ce que vous avez vécu? Une image forte, il y en a beaucoup parce que finalement, on sait tous les jours quand on sort de notre maison que c'est une vie extraordinaire qu'on a, parce que tout le monde nous le rappelle. 3 bébés, c'est énorme. Et puis, comment ça se passe quand ils ont tous la varicelle en même temps? On est dedans, donc ça tombe bien. Bon, et ça tombe bien parce que nous, on était là. Voilà, exactement. Hein, on verra des images tout à l'heure. Donc, on est tombé dans cette période où la varicelle en même temps. Donc, on sourit, mais on va se dire la vérité, c'est pas tous les jours facile. Non. Philippe, on peut dire qu'aujourd'hui, ça se passe bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est... Je trouve que les papas n'ont pas la force psychologique que les mamans peuvent avoir avec leurs enfants. Elles les appréhendent et elles encaissent, je trouve, bien mieux que nous, et elles y arrivent bien mieux que nous. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes réfugié dans votre atelier? Oui, complètement. Il y avait beaucoup de bricolage à faire, comme par hasard. Oui, on va pas se raconter l'histoire. À un moment donné, j'ai malheureusement lâché prise, j'ai eu peur, j'étais vraiment pas bien. Je me suis rendu compte réellement du travail et de ce que ça impliquait d'avoir des triplés, quoi. On verra effectivement par quoi vous êtes passés l'un à l'autre, comment vous vous êtes sortis de ces périodes compliquées, et notamment grâce à un psy, en fait, hein, on peut le dire. Enfin, il y a eu une période comme ça où il y a eu besoin de former. À beaucoup de communication aussi entre nous, et puis à cette volonté de vouloir réussir. D'accord. Non, mais je dis ça parce que ça me faisait une transition pour la psy. Ah, pardon. Non, mais c'est une blagounette. Mais effectivement, Isabelle est là, vous êtes psychologue, clinicienne. Oui. Vous nous direz finalement qu'est-ce qui se joue, parce que en tant qu'être humain, on est la somme de nos expériences. Là, c'est une expérience extraordinaire qui sort de l'ordinaire, qui est un peu folle, avec plein de situations nouvelles. Et vous nous direz un peu ce qui se joue finalement, hein, dans une famille, pour un couple ou pour des enfants, de grandir dans ce contexte-là. Évidemment qu'on va parler de tout ce qui est compliqué, des moments difficiles, mais ce qu'on peut dire déjà aux enfants qui sont là, c'est qu'ils sont ultra désirés. C'est ça. Ah oui. Vous savez ça, en fait. Oui. Donc, ultra désirés, parce qu'à ce moment-là, dans votre vie, vous êtes dans quel protocole, en fait? Vous faites, Donc, dans un protocole de procréation médicalement assistée.
Donc des traitements, des piqûres, voilà. Donc on fait tout pour que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que vous aimez les enfants. Moi, j'aime les C'est enfants. même votre travail. Je suis auxiliaire de puériculture, je travaille en crèche, j'ai toujours été entourée d'enfants, de bébés. Donc je pense que j'ai toujours eu envie, je me suis toujours dit, j'aurai des enfants de toute manière. Voilà. Et vous disiez, D, c'était combien pour vous? Ouais, 2, 3, je pense que c'est le schéma un petit peu familial aussi, puisque j'ai 2 sœurs. Donc ouais, non, je me voyais bien avec 3 Donc enfants. vous avez réalisé votre rêve. Voilà, c'est ça. Vous êtes son rêve. Je dis ça en préambule parce que maintenant on va parler des galères, si vous êtes d'accord. Donc concrètement, vous êtes dans cette période-là et la question c'est, est-ce que on vous prévient qu'il y a ce risque? Il y a le risque de la gémellité. Donc ça, elle est concrète. Avant même de faire tous les traitements, on s'imagine un petit peu quelle voiture je vais acheter, la poussette, comment ça va être. On se prépare. On se prépare. Voilà. Et puis passe le moment de la fécondation in vitro et puis après, Donc là, il y a un risque parce que pour multiplier les chances, on met plusieurs. On met plusieurs embryons. Voilà. Il y a 15 ans, en tous les cas, on en mettait beaucoup plus que maintenant, hein, puisque ça a beaucoup évolué. Et à l'époque, on m'implante 3 embryons. Voilà. Donc, on me dit, il y en a 2, quasiment sûr, ça va se développer. Le 3e, on l'est moins. Et puis, au final, l'échographie a annoncé... Elle vous rappelle ce moment? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, ma mère était présente. Mon conjoint, à l'époque, était là aussi. Et donc, on s'attendait aux 2 et l'échographe passe, elle dit, bon, il y en a 1, il y en a 2, et il y en a 3. Il fait comme ça. Oui. Et il y en a 3. Il a le sens du suspense. Voilà, je lui dis, mais vous êtes sûr? Oui, je suis sûre, 1, 2, 3. Il revérifie et là, je regarde ma mère, je regarde mon compagnon et en fait, moi, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de tout ça. Je vois ces 3 bébés... Le cœur bat déjà. Et voilà, en avant. En avant, on y va. Voilà. Je me suis pas posé de questions. J'ai dit, ils sont là. Presque c'était une évidence. On me l'avait implanté, les 3 sont là. C'était Voilà. presque normal. Vous avez bien fait un bon boulot à ce moment-là. Oui, voilà. C'est ça. Et réaction du papa à ce moment-là et réaction de votre mère? Ma mère est restée assise sur sa chaise, bloquée. Elle s'y attendait pas, je pense. Mon compagnon non plus. Voilà. Après, je pense que les choses se font petit à petit et les rencontres avec les médecins pour parler un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir comme risque. C'est une grossesse à risque, de la prématurité, puisque c'est sûr, ils arriveront avant terme, hein, puisqu'on ne peut pas arriver jusqu'à 40 semaines d'aménorrhée. Donc les médecins vous préviennent, hein, vous le savez. Voilà. Donc, Rien de quoi finalement? on prévient que la naissance prématurée peut provoquer des problèmes cérébraux, des problèmes de psychomoteurs, au niveau de la respiration aussi. Donc il y a un risque fœtal. Ils peuvent mourir in utero. Et donc, quand on est jeune maman, qu'on apprend qu'on va avoir des triplés, donc on a vu toutes les pensées, on va les voir, d'ailleurs, on va les décortiquer, mais il y a aussi ces pensées-là. Oui, il y a ces pensées-là. Oui, oui. Moi, je les ai occultées en tous les cas et je me suis toujours dit, tout va bien aller, ça va bien se passer. Et j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Et ils sont là, ils sont magnifiques. Géraldine et Philippe, donc vous aussi, vous étiez dans ce contexte-là de procréation médicalement assistée? Oui, un peu moins poussé que Pascal, mais oui, on a fait une simulation d'ovulation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, là aussi, on vous prépare à l'idée de la naissance multiple? Alors, oui, on s'y prépare forcément, simplement moins d'avoir des triplés. Des jumeaux, oui, c'est vrai que c'est dans notre esprit, etc. Mais des triplés, non. Et donc, vous, dans un premier temps, avec cette procréation médicalement assistée, vous avez un enfant. Oui, Timae. Le grand, Timae, qui a maintenant 4 ans. Donc, ça se passe, j'ai envie de dire, de manière Super classique. Ouais. Et donc, ça veut dire que pour la deuxième fois, vous vous dites, voilà, ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi. C'est-à-dire que le risque s'est éloigné pour vous, au contraire? Non, même pas, parce que pour Timae, on a fait beaucoup plus que ce qu'on a pu faire pour les triplés, en fait, en termes de simulation d'ovulation. Là, on a simplement, finalement, boosté un peu la nature, et puis moi, mon ovulation, mais pas autant que voilà, une fécondation in vitro, etc. Donc, on y allait, mais vraiment pas inquiet, finalement, dans la première écho, en tout cas. Et d'ailleurs, dans la première écho, vous il y en avait qu'un, voilà. Dans la première écho, sachant qu'il y avait un potentiel risque de multiple,
j'ai de suite pris rendez-vous et un peu trop tôt a priori puisqu'il n'y en avait qu'un à ce moment-là. D'accord. Et c'est la deuxième échographie qu'on vous C'est dit? la deuxième écho où on dit c'est bizarre, en ce moment j'ai beaucoup de grossesses multiples et tout. Et puis là, Alors il dit ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous prépare psychologiquement C'est une ça. seconde avant. sans le savoir finalement. Effectivement, ouais, sans savoir en Il dit en ce moment, il y en a beaucoup. C'est marrant, en ce moment, j'ai beaucoup de jumeaux. Et puis là, il m'ausculte donc. Voilà, quoi. Et puis bon, il nous fait voir les 3 embryons, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Parce que je pense qu'on s'en souvient. Oui, on s'en pas un truc souvient. qui nous En fait, Philippe était derrière le rideau, puisqu'à ce moment-là, le gynéco et moi étions d'un côté et Phil de l'autre. Ouais. Et on avait un écran interposé chacun. Et puis, on voit donc 3 œufs, on ne va pas se le cacher, 3 embryons. Et puis moi, j'avais besoin d'entendre dire c'est des triplés, quoi. Donc, il me dit, vous avez compris? Je dis, oui, mais dites-le moi. Carrément. Ah oui, je voyais bien. Pas de malentendu. Voilà. Et il me dit, il y en a 3. Voilà. Donc là, fou rire général. Ouais, Je dis, Phil peut venir peut-être? Donc là, vous vous rappelez que vous éclatez de rire. Ah ouais, Ouais. mais tous les deux, tous les deux. C'est quoi, c'est nerveux? C'est nerveux, oui, Oui, c'est clairement. nerveux. Spontanément. C'est nerveux. Parce que tout de suite après, en fait, plein de questions viennent, quoi. Lesquels? Alors, moi, ça va être Pas le les côté- mêmes, c'est ça pour- Non, c'est vrai que c'est vous pas les regardez. mêmes, parce que C'est sûr. moi, ça va être un peu le côté pratique, de se dire, il faut qu'on change de voiture. La maison, comment on va faire? On se dit, les chambres, enfin, il y en À a pas l'époque, assez, on avait parce 2 que chambres. on est avec 2 chambres, il en faut 5. Parce qu'en tout, on est 6. Donc, et puis tout ça, et puis après, on se dit, enfin, comment ça va se passer? Comment Géraldine, mon petit bout de femme, va réussir à porter tous ces petits loulous? Ouais, on en a plein la tête d'un coup, quoi, en fait. Et les questions que vous vous posez, vous, c'est quoi? Moi, c'est est-ce que je vais arriver à mettre au monde 3 enfants en bonne santé? Moi, c'était vraiment ma problématique, c'était ça. Et alors, ce que je ne savais pas, que j'ai découvert en préparant, c'est qu'à ce moment-là, et là aussi, c'est une manière de leur dire qu'ils sont ultra désirés, Oui. c'est qu'on vous fait une proposition Ouais. qui s'appelle... C'est quoi le nom? Une réduction embryonnaire. Hein. Donc ça porte bien son nom. Hein. On vous propose d'en enlever 1 ou 2 embryons pour justement éviter tous ces risques, d'ailleurs qui sont aussi pour la maman. Hein. Et moi personnellement, j'ai jamais pu. Je me suis dit, s'il doit y en avoir un qui doit partir, il partira naturellement. Moi, j'ai vu ces cœurs battre. Je les avais en moi, je les avais désirés, je les avais voulus, et il était hors de question. Quand je les vois tous les 3, je me dis, mais j'aurais jamais pu en faire partir un, quoi. C'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Et on fait la même proposition. Malgré les risques. Elle est obligatoire, je crois. Oui. Ils Oui. ont l'obligation de nous la proposer. Nous, on a d'office refusé, Ouais. Et pour puis, les mêmes raisons d'ailleurs. sans se consulter. Et en même temps, la réponse a été, mais non. Et tous les deux en même temps. Enfin, on n'a pas fait tout ça pour le faire parcours un aussi. choix d'en retirer un. C'est pas possible, quoi. Malgré les risques, parce que finalement, c'était une proposition pour réduire les risques, et là, Ouais. vous dites, non, on prend les risques. Et alors, c'est dans les jours qui viennent qu'il y a des questions. Enfin, parce que là, au début, c'est des questions matérielles, et puis vous vous inquiétez pour sa santé. Et puis après, il y a des questions. Vous avez à un moment donné des états d'âme, vous allez voir votre père. En fait, le jour de l'annonce, je devais travailler l'après-midi, et là, j'ai dit, j'étais tellement dans un état entre guillemets second, je peux pas, j'ai un métier où je conduis, je pourrais pas faire mon travail. Donc, c'est important de dire que là, le ciel vous tombe sur la tête. Ah oui. Pourquoi vous n'êtes pas en état Ah de non, conduire. non, je ne me sens pas capable de prendre le volant. Et donc, dans l'après-midi, je suis parti voir mes parents. Parce que j'avais besoin d'être rassuré. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme mot? Parce qu'il n'a pas vécu l'expérience. Qu'est-ce qu'il va trouver comme mot pour vous booster? C'est tout ce qu'il a trouvé sur le moment. Non, il avait confiance en moi, quoi. Bien plus que moi, j'avais confiance en moi. d'ailleurs. Donc il va vous rebooster. Et il va me rebooster réellement, quoi. Et jusque même, ça c'est le jour J où j'ai été les voir. Le lendemain, quand j'ai été travailler, à un moment donné, j'avais encore quand même plein de doutes, je me posais plein de questions, et je l'ai appelé. Et je lui dis, je me sens pas bien, ça ne va pas, je sais plus, je sais plus où je suis, ça va pas. Et au téléphone, il a vraiment su me trouver les mots.
il m'a dit, tu vas savoir gérer tout ça. Il me dit, jusqu'à présent, tu as très bien géré. Donc, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et il m'a dit, te pose pas de questions. Comme il me dit souvent, il me dit, à chaque jour sa peine. Et il m'a dit, vas-y. Il me dit, il faut que tu sois avec Géraldine, il faut que tu soutiennes Géraldine. Et voilà, quoi. Isabelle, on peut parler de quoi? De sidération quand on apprend quelque chose comme ça? C'est l'inconnu, en fait. Et puis, d'un côté, on a effectivement le papa qui lui pense effectivement au côté pratique, donc déjà qui se projette sur après. Et les deux mamans disent effectivement, c'est le moment présent, c'est la grossesse, comment ça va se passer. On va en parler justement. C'est comment cette grossesse se déroule et comment on se prépare à accueillir 3 enfants sur le plan pratique, par exemple. Est-ce qu'on dit, parce que bon, voilà, il y a le cliché de on repeint la chambre en bleu, là d'un coup c'est... Non, on fait à l'essentiel, donc on récupère, on fait de l'occasion, puis on essaye d'acheter quand même des choses un petit peu neuves et on prépare au fur et à mesure. Vous vous rappelez de fourrer en train de monter les lits, par exemple? Ouais, j'ai monté les lits avec ma sœur, mais je crois c'est là qu'on s'est rendu compte, une fois qu'on a eu posé ces 3 lits dans la chambre, mais c'était incroyable. Et on a rigolé, mais on s'est dit, mais ça y est, et puis quand ils seront dans ces lits, quoi, c'est juste extraordinaire. Hein. Donc c'est vrai que c'est une sacrée préparation. Alors, on ne veut pas trop préparer à l'avance, mais il faut quand même préparer parce qu'on sait que ça va vite arriver et qu'il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut. Donc c'est des transats, c'est la poussette multiple. C'est un monstre, que ça soit dans ce sens, en largeur, en longueur. Voilà, c'est heureusement une association qui a été présente, dans lesquelles on peut justement louer. Enfin, moi personnellement, j'ai loué la poussette, j'ai pu acheter des vêtements à des prix réduits. Voilà, c'est heureusement qu'il y a des petites choses comme ça qui facilitent la tâche. Voilà, mais on va à l'essentiel. On n'achète pas. Effectivement, on repeint pas forcément la chambre en bleu. Elle est en blanche. On va la mettre en blanche. On va mettre les initiales des prénoms au-dessus de chaque des lits pour que tout le monde puisse reconnaître. Voilà, tout le monde reconnaîtra qui est qui et qu'il faut mettre là où il y a le B, tu le poses là. Voilà, donc voilà, on va aller. Enfin, moi, je suis allée à l'essentiel. Voilà. Et vous, Géraldine et Philippe, la préparation? La préparation, moi, je m'occupais de moi, de mes enfants, je dirais. Et Phil a beaucoup géré tout ce qui est voiture. Matériel, etc. Ouais, moi, je suis pas du tout pratique. Moi, je venais de m'acheter une nouvelle voiture pour moi, pour me faire un peu plaisir. Je l'ai gardée 3 mois. On dit bon, il va falloir acheter beaucoup plus grand. Ouais, puis c'est pareil, dans ce genre de véhicule, il faut que ce soit un véhicule relativement fiable, parce que vu que c'est Géraldine qui le prend souvent, j'ai pas envie qu'elle soit embêtée, machin, à être en panne ou quoi. Et puis qu'il faut qu'il y ait de la place, parce que il faut caser la poussette aussi. Comme disait Pascal, cette poussette, moi, ça a été un calvaire. Quoi, parce que, la poussette détriplée. Oui, la poussette détriplée, c'est énorme, quoi. Puis ça a été la préparation de la chambre. On avait un salon salle à manger qu'on a divisé. On leur a fait une petite chambre pour mettre les 3 lits et le nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus grands et qu'ils puissent prendre possession de leur vraie chambre. Quoi. Alors, on va parler de la naissance, mais comment ça s'est passé autour de vous? C'est quoi les commentaires que vous entendiez? C'est la surprise, hein. C'est la surprise autant pour eux. Et puis, est-ce que les gens vous livrent leurs propres angoisses? Ouais, comment tu vas faire? On a des réflexions. Je préfère que ça soit toi que ça soit moi. Bon, ça, c'est pas toujours très amusant. Vous vous rappelez qui vous a dit ça? Non, je me rappelle pas, mais non, c'est... Ouais, ils sont tous aussi surpris. Et en plus, tant qu'ils sont encore dans le ventre, c'est pas très concret. Mais après, moi, j'ai encore des amis. Encore aujourd'hui, je me rappelle quand je suis venue te voir que j'ai vu ces 3 bébés dans ces 3 lits. Et ils savent pas trop comment réagir parce que de toute façon, ils savent pas. Nous, on sait pas. Et eux, ils ne savent pas non plus, je crois. Dans votre entourage? Moi, dans ma famille, c'était surtout beaucoup d'inquiétude. Ouais. Inquiétude pour moi et puis pour l'avenir. Et nos amis ont été très présents. Enfin, les premiers mots, c'est souvent, mais comment vous allez faire? Comment... Il y a un mystère. Vous allez j'ai un copain qui, quand je lui ai annoncé au téléphone, il a sauté au plafond, quoi. Oh, c'est trop bien! Et non, il n'en pouvait plus. Mais c'est vrai que... Je vous rappelle lui, un copain. Ouais. Et lui, il a sauté au plafond, il était hyper content pour moi, il ne s'est pas posé de questions. Mais c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup de questions et beaucoup de peur, surtout. Alors, la naissance, donc on va raconter votre naissance. Donc, du coup, la naissance arrive à quel moment de la grossesse?
Elle arrive à 32 semaines, la naissance propre. Et ça fait déjà un mois que je suis hospitalisée, puisqu'on a cette surveillance fait qu'il y a une échographie tous les mois et qu'on va régulièrement à l'hôpital. Beaucoup de trajets de la maison à l'hôpital et les médecins qui ont peur que ces trajets provoquent des contractions et préfèrent m'hospitaliser alors que je vais bien. Voilà. Mais du coup, je suis chouchoutée à l'hôpital pendant un mois. C'est comme ça que vous le vivez, en tout cas. Moi, oui, je suis en sécurité. Moi, je suis en sécurité, je suis bien, je m'amuse presque à la clinique, à l'hôpital. Comment ça, presque? On s'amuse, on s'amuse pas? Oui, si, moi, je m'amuse. Je fais concours de ventre avec mon amie à côté qui attend des jumeaux. On vient me chercher dans la chambre pour réconforter une maman qui attend des jumeaux. Bon, on se dit qu'à un moment donné, apparemment... Vous êtes censé lui dire quoi? Tout va bien aller. Enfin, regardez, je vais bien, moi, je vais bien. Pourquoi vous n'irez pas? Mais quand j'appelle une fois, alors là, on arrive à la rescousse parce que c'est pas normal que moi j'ai appelé, voilà. Et puis l'annonce puisqu'ils sont nés par césarienne. Donc le médecin, le gynécologue est arrivé le lundi matin en me disant on risque de faire la césarienne à la fin de la semaine. La dernière échographie est bonne. Ils sont estimés à un poids correct, 1,7 kg. Pour nous, tout va bien. S'ils peuvent naître maintenant, il n'y a pas de souci. Surprise, pas contente. Je voulais aller plus loin dans mon terme. Mais bon, je vais faire... je fais ce que mon médecin me dit. Et il revient le soir, il me dit c'est pour demain matin. Voilà. Il avait dit fin de semaine? Oui, heureusement qu'il était venu me dire ça déjà le matin, parce que sinon, je crois que j'aurais pas été prête du tout pour le lendemain matin. Et, le lendemain matin, on vient me chercher, on me prépare, on fait le dernier monitoring. J'ai pleuré comme une madeleine en bas au bloc. Juste avant? Juste avant, ouais. Je me dis, c'est la dernière fois que je les sens, que je vais les sentir bouger dans mon ventre. Je me dis aussi que j'aurai peut-être pas d'autres enfants. Parce que y en a 3 quand même, donc est-ce qu'il va y en avoir un 4e derrière? C'est pas sûr. Donc en fait, j'ai envie de vivre mon état de grossesse là pleinement. Et vous sentez que ce sont les derniers moments de quelque chose? C'est les derniers moments de quelque chose pour quelque chose qui va arriver. Et comment je vais gérer après? C'est vraiment... le saut dans l'inconnu. Le saut dans l'inconnu. Et quand vous arrivez, et ça je ne le savais pas, c'est qu'en fait, ça paraît logique après coup, hein. Mais effectivement, quand il y a la naissance d'un enfant, il y a plusieurs personnes, quand il y a la naissance de 3 enfants, tout est multiplié par 3. Tout est multiplié par 3, il y a 3 pédiatres, il y a le gynécologue avec son aide gynécologue, il y a 3 sages-femmes, il y a 3 puéricultrices. Voilà, donc c'est Cap Canaveral, c'est les anesthésistes. Voilà, c'est le bloc, il est consacré juste pour vous. Voilà. Bon, qui est né en premier? C'est Van. Ensuite, c'est moi et moi le dernier. Ok. Voilà. Et donc, du coup, et d'ailleurs, pour les jumeaux, on parle d'aînés ou pas? Là, on dit ou pas? Non. Ils sont nés le même jour? Ils sont nés à 1 minute d'intervalle, voilà, mais le même jour. Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, vous voyez 3 bébés. Alors d'abord, quand ils les sortent les uns après les autres, j'ai la chance d'être réveillée. Et donc, à chaque fois qu'ils en sortent un, ils me le montrent par-dessus le champ. J'ai un champ qui est devant moi. Bon, ça, c'est Evan. Je le vois, puis hop, il s'en va. 1 minute après, le deuxième, et hop, et il s'en va. Et le troisième, pareil. Et comme ils vont bien, qu'ils respirent de suite, ils me les ramènent. Donc, je peux les voir avant qu'ils partent en service de néonatologie, où là, ils sont vraiment, vraiment suivis. Mais j'ai la chance de pouvoir leur faire un bisou et les avoir un petit peu... un petit peu, ça veut dire quoi? En fait, très, très rapide. Parce qu'après, ils vont où? Parce qu'après, ils partent, donc ils sont mis en couveuse et en service de néonatologie. Donc là, ils sont nés le mardi matin, je ne les ai revus que le mercredi matin. Voilà. Heureusement, avec quelques photos pour patienter jusqu'au lendemain matin. Voilà. Bon, est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu? Oui, tout à fait. Tout à fait, sauf que nous, moi, j'ai accouché en nuit de pleine lune et lune rousse. Et là, comme par hasard, il y avait tout un tas de femmes qui vont accoucher. Et donc moi, le matin, j'étais suivie à la maison par une sage-femme. Et en fait, la sage-femme me dit « Mais vous avez des contractions, là ?»
ah bon? Et en fait, elle me dit, bah oui, et puis je vais vous ausculter. Donc mon col avait bougé. Elle me dit, bah va peut-être falloir aller aux urgences. Donc me voilà partie aux urgences avec Philippe. Et puis on essaye de retarder l'accouchement par traitement qui ne fonctionne pas. Donc du coup, on me dit, bah voilà, il va y avoir la césarienne ce soir. Il me dit, par contre, je suis désolée, on n'a qu'une place en néonatologie. Oui, mais ils sont 3. Un quart d'heure avant la césarienne, ils me disent, ah, on a une bonne nouvelle, on a trouvé une 2e place. Oui, mais ils sont toujours 3. Et donc... Là, on vous dit, on va pouvoir mettre voilà. là et un autre plus loin. Et un autre qui sera transporté dans un autre hôpital. Ce qui est très étrange, hein, déjà. Ce qui est hyper bizarre. Et bref, on n'a pas eu le choix, forcément, puisque voilà, c'était comme ça. Et donc, Nathéo est parti quelques jours sur un autre hôpital à Clamart. On a choisi, entre guillemets, lui, parce qu'il a eu besoin de réanimation respiratoire davantage que les filles. Donc, du coup, on a emmené Nathéo sur Béclair. Donc, 2 filles, un garçon. Oui. Les prénoms? Nathéo, Eléa et Améline. Parce que je réalise là aussi, en vous écoutant, que pour toutes les mamans et les papas du monde, c'est trouver un prénom, c'est un truc. Là, il faut en trouver 3. Oui. C'est au coup de cœur. C'est au coup de cœur et nous, ça a été au fur et à mesure de la grossesse. Donc, Bastien avait été choisi en premier grâce au livre des prénoms. Mathis, c'était un coup de cœur du papa. Et Evan, c'est en regardant un film télé. À la télé, j'ai adoré ce prénom. Est-ce qu'il a vu le film depuis? Non, pas du tout. Ça passe plus à la télé. Pour ça, vous êtes content de votre prénom? Oui. Et vous avez choisi comment 3 prénoms? Alors nous, on voulait rester dans l'original avec Timae qui avait commencé la lignée. Et du coup, voilà. Mais bizarrement, on a bidouillé 3 prénoms. Bizarrement, on a trouvé plus facilement que pour Timae. Les loulous, on a peut-être plus travaillé. Non, et puis c'est surtout qu'on en avait 3 à trouver. Il ne fallait pas tergiverser pendant 30 ans sur un prénom, parce que sinon, c'est plus facile le choix quand on hésite. Bah oui. Au moins, là, vous dites, on prend les 3. Ouais, ça, mais c'est bon. ça. Allez. C'est ça. En même temps, les loulous, c'est pas mal aussi. Mais j'ai du mal à dire les triplés, moi. Ouais. Je suis pas très fan. Ouais, J'aime pas trop dire les triplés, je dis souvent les loulous. Quoi. Et vous? C'est pareil, les loulous, je les appelle les loulous. Aussi et dans l'entourage, c'est les loulous, on les appelle pas les triplés. C'est marrant, vous étiez pas appelé avant? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loulou? Alors, et donc, la naissance, donc, vous, Philippe, vous n'êtes pas dans la pièce? Non, parce que... On vous fait comprendre que vous êtes en trop? Oui, voilà, à cause de la césarienne. Et donc, je suis même dans la salle d'attente. Quoi. Et la première fois que vous les voyez, là? Quand je suis rentré dans la salle, ça bougeait de partout, il y avait du monde partout. Et je savais plus, je passais de l'un à l'autre, je savais plus où donner de la tête. Mais c'est énormément d'émotions. C'est là que je me suis rendu compte que c'était nos 3 enfants, quoi, et qui étaient là, ça y est, quoi. Alors, d'abord la ressemblance physique au départ, j'arrive pas à me rendre compte. Parce que aujourd'hui, je trouve qu'on vous distingue bien, même s'il y a des gens qui les confondent. Moi, à l'époque, je les ai toujours différenciés. Pour moi, c'était Mais vous une dites-moi, évidence. par opposition à qui? Par rapport au papa qui travaillait, donc qui les voyait peut-être moins souvent. Et par rapport à ma maman aussi, qui était désespérée. Et même en rentrant à la maison, elle m'a dit « mais c'est pas possible que j'arrive pas à les reconnaître ». Alors que, moi, c'était une évidence pour moi. Et de votre côté? Moi, j'ai jamais trop eu à me plaindre, même si parfois je m'aidais des doudous. Parce que, du coup, chacun avait son doudou et je connaissais le doudou de chacun. Vous reconnaissez d'abord le doudou et le fils qui va avec. Exactement. Bon, et vous avez triché? Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, quand ils sont arrivés, que je suis arrivé dans la salle où ils étaient, ils avaient chacun leur bracelet. Donc c'était plus facile parce que, suivant l'ordre d'arrivée, Géraldine avait décidé des prénoms déjà. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis arrivé, je ne savais pas qui était sorti en premier. Et du coup, je ne savais pas qui était qui. Et du coup, je l'ai su en regardant les bracelets. Et, voilà. Et puis, il y a le retour à la maison. Donc, le retour à la maison, comment ça se passe?
Dans un film américain, il y a des banderoles. Il y avait des Il y banderoles a des banderoles. Ouais, j'ai des super voisins, des super voisines qui m'ont fait un truc de malade. Il y avait des C'est-à-dire banderoles de partout. Bienvenue à Evan Mathis Bastien. Des petits mots partout. On était attendus. Il y avait un vent de malade ce jour-là. Je me vois poser la voiture et descendre les enfants les uns après les autres et les monter à la maison. Et tout le monde applaudissait. Et tout le monde regarde comme il est tout petit. Parce qu'ils étaient tout petits. Ils faisaient 2,2 kg en sortant de la maternité. C'était des petites crevettes, quoi. Et moi, avec mes bébés, monter Des crevettes superstars. Des crevettes, ah, mais vraiment. Ça vous fait quoi de savoir que vous n'aviez encore rien fait, que déjà tout le monde vous admire? Bah, ça fait bizarre parce que, en fait, j'étais pas au courant de ce moment qu'on nous avait accueillis. Et là, vous l'avez appris là juste avant. Ouais. Oui. Vous aussi? Non, je savais pas du tout. Et c'est pourquoi on vous l'a pas dit. Faut pas que vous la racontiez trop. Bon, peut-être. Et maintenant, vous pouvez le savoir. Et donc, arrivé à la maison avec les trois, et d'un coup, j'ai envie de dire, on commence par quoi? C'est ça, on se sent seul au monde. Malgré l'effervescence qu'il peut y avoir. Enfin, nous, on n'a pas eu cette... Pas de banderole? c'est Non, on ouais, n'a c'est pas eu de banderole. banderole, nous. Mais ouais, on se demande par quoi commencer, qu'est-ce qui est le plus important, les faire dormir, leur donner à manger, parce qu'il y a ce souci de prise de poids aussi. Ouais, beaucoup de stress, mine de rien. Et puis, bien inclure Timae. Et puis voilà, faire en sorte que Timae ne soit pas délaissé non C'est plus. ça, c'est que le grand, à ce moment-là, il a 2 ans. Et donc, du coup, on se doute que ça va prendre beaucoup d'attention. Les trois, vous allez nous le raconter. Mais votre préoccupation, c'est que le plus grand, lui, ne se sente pas délaissé. Ah, absolument. Ouais. Donc, c'est une quadruple attention. Ouais, mais pour le coup, on était vraiment en symbiose là-dessus et on a toujours fait en sorte que soit Phil se préoccupe de Timae, soit ce soit moi. Mais voilà, ça, on était d'accord là-dessus et Timae passait en premier, pas en premier par rapport au loup, mais en premier par rapport à nous, en tout cas. Parce qu'Isabelle, ça a l'air banal parce que c'est vécu des millions de fois sur cette terre, mais ça peut être un vrai traumatisme pour un enfant d'être unique et d'un seul coup que l'attention disparaisse. Ah bah oui, pour n'importe quel enfant, même quand il y a un autre enfant qui arrive. Et là, il y en a 3 d'un coup, finalement. Donc, c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup d'attention, aussi, encore plus. Et c'est toujours la difficulté pour les parents de ne pas faire de différence, effectivement, de ne pas se désengager d'un enfant. Et que c'est compliqué, puisque finalement, là, il y en a quand même 3. Sa réaction, quand il a vu les 3, vous vous rappelez, il a 2 ans? Ouais, bah en fait, c'était en néonatologie à Fontainebleau. On a eu la chance qu'ils puissent les voir dans leur couveuse. Et franchement, tant qu'ils n'étaient pas à la maison, il était toujours super content. Il emmenait les doudous. Enfin, voilà. Ouais, c'est lui qui a choisi les. Ouais. On l'a vraiment préparé Impliqué. à ça. On l'a vraiment impliqué dès le début pour pas qu'ils se sentent délaissés. Mais Géraldine a dit tant qu'ils n'étaient pas à la maison. Tant qu'ils n'étaient pas à la maison. Ouais. À partir du moment où ils étaient à la maison, ma foi, c'est plus nous qui avons peur finalement que lui. C'est une crème, quoi. Il est proche de ses sœurs et de son frère. Il leur fait des câlins. L'autre jour, vu que Nathéo en ce moment n'est pas très très bien, il est venu le voir. Il pleurait un petit peu. Il lui a donné son doudou. Il lui a dit tiens, c'est pour le consoler. Et Nathéo l'a pris un peu. Il lui a fait un câlin et il l'a rendu à Timae, quoi. Enfin, c'est des moments magiques, quoi. Bon, en tout cas, vous observez ça, vous ne ratez rien. Non. Ah ouais. Comment ça se passe, donc, les premières heures et les premiers jours? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a parlé de logistique, on appréhende. Là, on est dans le récit, donc on est comme vous, on appréhende. Ouais. Puis d'un seul coup, on ne sait pas par quoi commencer. Et là, il y a tout. Il faut donner à manger, il y a les bains, avant de trouver le rythme. Alors, moi, j'ai eu la chance, avant de sortir de la clinique, d'être dans une semaine en secteur mère-enfant. Donc, je me suis calée sur le rythme qu'elle m'avait donné dans le secteur mère-enfant. Mais du coup, avec de laine en moins à la maison. Et donc, c'est les tétés toutes les 4 heures. Donc, c'est les 18 biberons qui sont préparés le matin à l'avance. Et pourquoi? Voilà. Au moins, mes biberons étaient prêts. S'ils avaient faim, c'était prêt dans l'instant. Et alors, ce qu'ils avaient fait en même temps? Ça arrivait, où on faisait patienter, où je les calais comme je pouvais, un dans les bras, un côté, un dans le transat avec un coussin. Mais ouais, ça arrive forcément, ça arrive. Donc ça pleure beaucoup. Et puis les moments des bains, pour moi, ça a été c'est difficile parce qu'il pleure. Il pleure. L'attente, c'est long, il faut passer chacun son tour. Alors, heureusement, j'avais de la visite, alors je calais mes bains au moment des visites.
Est-ce qu'on peut venir te voir? Oui, si ça m'arrange. Oui, alors à ce moment-là, tu viens là, à cette heure-là, et comme ça, elle venait à 2 ou 3. Et du coup, je donnais le bain, je dis, comme ça, tu peux lui donner le biberon derrière. Donc ça se préparait. Qui, toc, toc, ils avaient des couleurs de biberon. 18 biberons, on pousse les meubles. Hein, Oui, mais c'est surtout qu'après, il faut les laver. C'est en haut de la clayette. Et nous, au bout d'un moment, j'ai dit, moi, les biberons à laver, les 18, ça va pas le faire. On les lave plus. Mais... Bah, on a 3 Non, j'ai dit, on en a que 3. On en a 3, on les lave à chaque fois. Et nous, on les préparait à chaque fois, quoi. Et par contre, alors Pascal, elle, soit faisait patienter ou de ça. On a un peu fait ça au début, et après, on a vite arrêté parce que une tétée, du coup, ça dure 1h30, 2 heures, quoi. Donc presque après, on est presque reparti sur celle d'après parce que c'est tous les 3 heures. Donc du coup, on les mettait tous les 3 en même temps et on les calait. Ben oui. On dort combien de temps? Parce que moi encore, ils tétaient toutes les 4 heures. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Donc le temps de leur donner le biberon, de les changer, de les recoucher, vous dormez 2 heures, si vous arrivez à vous endormir de suite. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. La question qu'on se pose, c'est et comment on tient? On craque pas? Si. Bon, ma question n'était pas innocente, je savais. Vous avez craqué que moi, c'est ça? On craque. Au bout de 2 mois, il y a un coup de mou. Il y a un gros coup de mou et je tombe malade en fait. Je me retrouve un jour, je suis seule à la maison, les enfants dorment et j'ai une barre au niveau de l'estomac qui me prend. Terrible, et j'arrive plus à respirer. Et heureusement, là encore, mes voisins, Super voisins. Des super voisins, ouais. Patricia, Valérie et Raïssa. Ben, c'est super. Ils ont été très présentes. Ça s'appelle la gratitude. Oui. Ouais. Donc j'appelle mon voisin qui arrive parce qu'il sent bien au téléphone que ça va pas. Je lui dis viens vite, je respire plus, il faut que tu viennes. Et il est arrivé, je crois qu'il n'avait pas raccroché le téléphone, il est remonté à la maison. Il a appelé ce qu'il fallait, le médecin tout de suite. On fait une piqûre et du coup derrière, eux se sont occupés des bébés. Ma maman est arrivée derrière aussi. Et ce qui est émouvant pour vous, c'est de vous dire qu'à un moment donné, il y a une responsabilité sur vos épaules énorme, et ils sont capables de prendre le relais. Oui, parce qu'en plus, je me disais, mais comment je vais faire? Je ne peux pas assumer, je ne peux pas leur donner le biberon. Je sais qu'ils vont se réveiller, je sais que ça va être l'heure. Et je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas. Je ne suis pas en état. Et du coup, je me fais opérer même pas une semaine après. Donc là, pareil, de nouveau, ma sœur, ma mère, les voisins prennent le relais la nuit aussi pour aider à donner les biberons. Parce que, alors, on n'en a pas parlé. Le papa des enfants, à ce moment-là, est en horaire décalé? Voilà, il est en horaire décalé. Il travaille en restauration. Donc il est là comme il peut aussi. Alors, on va parler effectivement de la manière dont vos enfants grandissent. Mais on va faire un gros plan aujourd'hui. Ils ont 17 mois et vous avez accepté de recevoir l'une de nos équipes, Maï l'Ancien. Et il se trouve que c'est au moment où ils ont la varicelle. Donc au moins, comme ça, c'est concret pour tout le monde. OK? On regarde des images. Allez, go! Jamais de la vie, je me serais imaginé avoir une famille nombreuse. Jamais de la vie, quoi. Pourtant, il y a des fois, je disais, allez, on se fait une équipe de rugby. Ou... Mais là, non, on va s'arrêter là. Il est déjà là. Donc, on avait parlé. Tu me fais un petit bisou à moi aussi, quand même? Comment ça va, ma canaille? La différence entre avoir un bébé et 3, c'est juste qu'on fait tout en même temps. Ah, c'est cuit? C'est cuit, regarde. Tiens. La culpabilité pour Timae, ça a été, oui, de faire en sorte que ce soit pas le grand frère de triplé. Donc on essaye de le mettre toujours en avant et de faire en sorte qu'il se sente exister aussi. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? Je sais pas. Il faut prendre les piges, le bébé, s'il te plaît. Oui. À partir de 18h, c'est là où vraiment le rush arrive, où il faut changer les couches, habiller tout le monde pour la nuit, donner le bain. J'ai quand même une organisation assez drastique, on va pas dire ça comme ça, mais assez rigoureuse, quoi. En plus, là, ils sont tous en train de faire une varicelle, plus Nathéo qui fait une varicelle infectée, enfin bref. C'est pas facile.
Doucement, Timaï, doucement. Oh bah. Les bains, on essaye soit de faire tout le monde en même temps, ou moi je me douche avec eux, et puis Géraldine me les passe les uns après les autres. C'est bon ma puce? Hein? Non, parce que j'entends pas avec Mathéo. Je gère, Titi? T'as une trop grosse tête. Oui. Pour les bébés, je crois que non, celui-là. Ah, il commence à être un peu petit pour toi, ouais. Ensuite, faut les faire manger tout ce petit monde. Encore. Alors, la purée, ça donne quoi? Oh, regarde, c'est tout brûlé. C'est bon, ça? Ah bah, il va goûter. Non, c'est pas bon. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tiens. Ding. C'est vraiment moi pour y avoir goûté, là. Tu veux le biberon d'eau? Oui, ça va. Je suis vraiment admiratif de tout ce qu'elle arrive à faire parce que voilà, elle encaisse énormément plus que moi, quoi. Ça t'intéresse? Alors ouais, il y a des difficultés comme un peu en ce moment où tous les trois ils sont malades, mais à côté de ça, maintenant il y a tellement de bonnes choses qui se passent, quoi, et tellement d'échanges que là c'est voilà. Ça donne envie vraiment d'avancer, d'évoluer et d'être près d'eux, quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait de si vilain pour que tu le manges? Une fois qu'on a passé la première année, je pense qu'on peut se dire ouf, le plus dur est passé, j'espère. Il y a plein de choses à dire. D'abord, est-ce que le plus dur est passé? On va pas donner la réponse tout de suite. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Ouais, c'est chouette de se voir au quotidien, parce que finalement, on est tellement sous l'eau en règle générale que on a du mal à se rendre compte. Ouais, à se rendre compte, à sortir de la bulle. Et là, je me retourne vers les enfants parce que ça, c'est une période que vous avez vécue, mais dont vous ne vous souvenez pas. Non. Est-ce que vous commencez à réaliser un peu ce que c'était ou pas du tout? C'est l'horreur. L'horreur. Ça te brancherait pas des triplés, du coup? Et alors, du coup, effectivement, bon, voilà, c'est son point de vue, c'est celui de Mathis, mais l'horreur, il est pas loin, parce qu'à un moment donné, vous vous sentiez plus infirmière que maman, si on revient au début. Oh oui, au début, moi, ma culpabilité, elle était telle que j'arrivais pas à ressentir de sentiments forts, en tout cas, et d'amour maternel pour les triplés. Donc ça, c'est authentique. C'est-à-dire que vous étiez dans un trip où l'attachement n'était pas forcément évident. Comment s'attacher à 3 enfants en même temps? À 3 enfants en même temps, qu'on n'a pas eu près de soi pendant 1 mois, qui arrive et qui bouleverse tout notre quotidien. Enfin, c'est un vrai tsunami, vraiment, qui arrive à la maison. Et on se met tellement, nous, de côté pour subvenir aux besoins des 4 enfants que, du coup, notre lot de la journée, c'est de répondre aux besoins et pas forcément aux besoins affectifs. Donc, vraiment, cette culpabilité-là de ne pas ressentir, d'être là pour les biberons, pour l'échange, puis c'est tellement à la chaîne, finalement. Moi, j'arrivais pas à avoir un bébé sur moi. J'avais tellement peur que les 2 autres demandent qu'ils aient besoin que, du coup, j'avais fini, je posais. Pour pouvoir accéder aux besoins de l'autre qui allait arriver, quoi. Et le besoin, souvent, c'était se nourrir. Se nourrir, se changer. Vous avez vécu cette même période? Ah oui. Ouais, là, ça m'a remonté beaucoup parce que c'est exactement ça. Après l'attachement, moi, ça a été. Mais on est beaucoup dans le soin et il faut que ça soit fait. Donc, le temps... efficace, quoi. Ah oui, mais oui, vraiment. Et Philippe, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, on est là pour dire que c'est une incroyable aventure, mais si on est honnête, il y a des périodes compliquées. Alors, comment ça se passe? À quel moment vous vous rendez compte que vous êtes en train de fuir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça est too much. Je reprends le mot de Mathis, c'était horrible. Et donc, votre instinct de survie fait que vous allez vous réfugier dans l'atelier. Oui. Peut-être, oui, donc 3 semaines, 1 mois après que tout le monde soit rentré à la maison. Quand tu reprends le travail, non? Je me permets. Non, mais je vas-y, pense vas-y. que le soir, justement, quand on a passé la journée au calme, entre guillemets, parce que c'est pas un travail très... Ce que vous voulez dire, c'est que quand on n'est pas à la maison, on est au calme.
Un Par peu, définition. exactement, C'est un peu ça, mais moi, ouais. j'avais On est que cette ailleurs. envie, c'est d'être au boulot. Hein. Là, ça pleure partout, ça pleure tout le temps. Enfin, comme Pascal le Puis on disait. comprend pas c'est- aussi, surtout, pourquoi C'est-à-dire ça pleure. On C'est-à-dire comprend pas. On a tout fait. On a changé la couche, il a mangé, on lui a donné tout ce qu'il fallait, on le prend un peu, il continue de pleurer. Il a des besoins affectifs, besoin qu'on les porte, qu'on les câline, qu'on les rassure. Et c'est pas toujours Pourquoi vous simple. souriez, Pascal, quand vous entendez Parce qu'effectivement, on peut pas, là, à ce moment-là, on ne peut pas toujours accorder le besoin affectif qu'il a à ce moment-là. Et alors, c'est dans cette période où vous vous dites j'y arrive pas. Il y a un Non. moment où vous dites j'y arrive pas. Non, ouais. Je me dis, j'en ai plein la tête, en fait, j'en ai marre. C'est tout juste ça, j'en ai ras-le-bol d'entendre pleurer, crier, de ne plus pouvoir faire ce que je faisais avant. Et du coup, clairement, j'abandonne Géraldine, entre guillemets, parce que... Ça, c'est votre regard d'aujourd'hui. Oui. C'est comme ça que vous le dites. Ah oui, oui. Mais à ce moment-là, presque inconsciemment, vous vous voyez en train de vous éloigner. Bah, à ce moment-là, en fait, en plus, je me trouve des excuses, quoi. Je me dis, surtout que je crois que c'est une période où on commençait à avoir l'aide à la maison, il me semble. Ça a bien duré 2 mois, à peu près, où je me suis réfugié dans l'atelier. Donc pendant 2 mois, c'est quoi la sensation? C'est submergé, la sensation qu'on ne sait pas ce qui nous arrive parce que forcément, on n'a pas prévu ça dans la vie. Mm. C'est un sentiment d'impuissance, c'est quoi en fait? C'est une... Vous parlez de dépression aujourd'hui. Ah oui, oui. Puis c'est l'impression d'être pris en otage. Et, donc, Et qu'est-ce voilà. qui fait que du coup, cette dépression va cesser en fait? Comment ça va se passer? Bah, en fait, avec Géraldine, on décide d'avoir recours à une psychologue en PMI et de consulter en fait. Et puis aussi le dialogue beaucoup qu'on a entre nous parce qu'elle m'a dit j'ai envie que tu sois le père que tu as été pour Timae. Je veux que tu puisses t'occuper de tes enfants, que tu leur apportes tout l'amour qu'ils ont besoin, comme tu as fait pour Timae. Pour Timae, j'ai toujours été là, je l'ai toujours aidé, j'aimais ça, j'en prenais du plaisir, et voilà. Sauf que pour les loulous, au bout d'un moment, j'arrivais plus à prendre du plaisir. Et ça m'a perturbé. Et un peu comme Géraldine, j'avais du mal à ressentir des vrais sentiments et à avoir de l'amour. Et c'était plus... C'était il faut assurer quoi. Ouais, voilà, c'était que ça. Il y avait une performance et donc à un moment donné, on est épuisé par la performance. Ouais, et puis on est fatigué, quoi. On manque de sommeil. J'ai envie de rebondir sur le fait que quand on perd un peu avec la fatigue, le stress, etc., on n'est jamais dans le temps présent. Donc je pense qu'au niveau de l'attachement, c'est un peu compliqué. Et après, au niveau de l'identité, on n'a pas le temps. On est dans l'esclavage, un petit peu entre guillemets. Hein. On disait, voilà, dans les tâches toujours à faire. Et quand Philippe est allé repartir au travail, c'est-à-dire qu'au départ, il y a l'idée de faire. On est obligé, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, donc on le fait. Et c'est une fois avoir repris le travail où on prend un certain recul et on se dit, oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. Et vous confirmez, Géraldine, et j'en parle parce que justement aujourd'hui, tout va bien, vous avez la sensation que l'arrivée de 3 enfants, c'est quelque chose qui met en danger le couple? Oui. Ah oui. Clairement, oui, parce que ça nous met nous-mêmes déjà en danger en tant qu'être humain. Enfin, on passe derrière 4 autres êtres humains où c'est une évidence finalement. Donc un 5e être humain, j'ai envie de dire, bah oui, ça fait beaucoup finalement à aimer, et d'autant plus quand finalement le papa fait pas partie du quotidien. Et là, forcément, c'est ce qui s'est passé pendant 2 mois, donc sans l'accabler évidemment, mais pendant 2 mois, seul à gérer les 4, même si Philippe s'occupait davantage de Timae. Du coup, on n'accepte rien, on n'accepte pas qu'il puisse nous dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça. Quand est-ce que tu viens me faire un bisou? Sois présent, j'ai envie de te dire. T'es sérieux, là? Dans ces cas, exactement. C'est exactement l'expression que bisou. T'es sérieux? Et puis voilà, après, l'issue, il y en a une pour le papa. Bien souvent, hein, l'issue, elle est de partir, clairement. Chose que Phil n'a pas faite et voilà, qu'il n'a pas en tête. Je crois que c'est pour ça qu'on a réussi à aller de l'avant. Mais pour le papa, il y en a souvent une issue. Et bon nombre de mamans de triplés se retrouvent toutes seules. Donc Pascal, je vous regardais pendant que vous écoutiez et vous avez beaucoup hoché la tête. Mais oui, c'est ce fossé qui se crée au fur et à mesure, cette solitude qui s'installe. On sent bien que l'autre s'échappe.
Parce que dans votre cas, en plus, le papa des enfants était dans la restauration. Dans c'est la ça restauration. Donc, déjà, on sait que ça Voilà, prend beaucoup, donc horaire des décalé. horaires en décalé. Donc l'implication n'est pas la même, du coup. L'implication n'est pas la même, la fatigue, parce que lui, forcément, aussi était très fatigué. Et puis, ben, moi, du coup, je me suis réfugiée avec mes 3 bébés. Et au bout d'un moment, ben, on se suffit à ça. Et le fossé se crée réellement. Donc dans votre cas, il y a eu une séparation, ils Dans avaient mon 2 cas, ans et demi. Ils avaient 2 ans et demi. Mais une séparation voilà. presque naturelle. Oui, ça s'est fait. On sentait bien que c'était plus possible à gérer le quotidien à 5 à la maison. Donc voilà, il est parti. Et puis après, nous avons fait notre vie tous les 4. Voilà. D'accord. Bon, vous dites avec le sourire. Oui. Vous leur avez raconté quoi, du coup, aux enfants? Parce que du coup, là, vous entendez la version d'adulte, si j'ose dire, vous avez 15 ans. C'est quelque chose que vous avez compris assez vite? On était petits, on se rendait pas compte, donc non. Et après, on s'est habitué à vivre comme ça, donc non. Et voilà. Bon, on va voir effectivement, du coup, ce lien d'amour qui Oui. s'est créé entre vous 4. Oui. Et vous aviez du coup la responsabilité sur les épaules, de toute façon, finalement, depuis le début. Depuis vous le étiez début. préparé à cette situation. Oui. Je reprends le travail à leurs 3 ans, puisque 6 mois après la séparation, et on s'organise. Voilà, ils vont un peu à la halte garderie, je vais au travail, les parents les gardent un peu, la halte garderie aussi, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école à 3 ans et demi. Et alors, j'allais vous poser la question du regard des autres. Et je crois avoir compris qu'en fait, vous sortiez pas beaucoup. Ah non, ben non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Vous avez vu la poussette, hein. Juste se dire, alors il faut que je les installe dans la voiture. Il faut que je prenne la poussette, il faut que je monte la poussette. Elle ne passe pas les portes normales. Et les trottoirs, vous n'y passez pas. Vous voulez aller sur le marché, c'est juste pas possible. Hein. On y est allé. C'est-à-dire? On a essayé de se balader dans les Et là, vous avez l'impression marchés. d'être Charleston sur le marché. Ouais, vous avez Ouais, c'est ça. les regards. Et puis surtout, c'est impossible parce qu'il y a trop de monde et que la poussette prend tellement de place. Et on donc, prend du coup, vous aucun sortez que plaisir. pour aller chez le médecin. Oui, voilà, c'est ça. Et de votre côté, le regard des autres. Donc, quand on voit avec ces 3 petits, Nous, par contre, moi, je sors beaucoup c'est l'inverse. parce que justement, le moment du soir où tout le monde pleure, je dis non, là, on va se balader, c'est pas possible. Et puis, Timae étant à l'école, en général le matin, du coup, forcément, il faut aller le chercher. Donc, je commence à préparer tout le monde 20 minutes avant. Après, le regard des autres, forcément, il est insistant. Quand on va faire les courses, ouais, c'est beaucoup des bonnes réflexions, mais des mauvaises aussi. C'est-à-dire Ça va être du style, ils vous regardent, oh c'est mignon, mais chez les autres quoi. c'est la Ou phrase que alors, vous entendez le plus. Ouais, ou alors c'est du genre, ah bah maintenant vous en avez 4, vous allez arrêter là. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est les nôtres quoi. En fait, Voilà. tout le monde a un avis, en gros. Oui, voilà, tout le monde a un avis. Bah, alors, c'est vrai que c'est enfin, des moi, j'ai jugements. tendance à faire ça aussi, c'est quand on se balade ensemble, c'est à me fermer, à pas regarder les gens. Parce que si vous en croisez Croisez un vous regard, vous regarde, savez qu'il y a un commentaire. c'est vrai, il va y avoir. Donc, c'est vrai que j'ai tendance des fois à me fermer un peu, moi. Et pour vous, Isabelle, ce ne sont pas des commentaires, ce sont des jugements. Ouais, c'est des jugements. Ouais. Et puis, vous êtes en train de vous promener et vous n'avez rien demandé. Et les gens viennent à vous. Et c'est pas forcément c'est des commentaires, mais c'est quand même un peu des jugements. Après, il y a quand même aussi. Oui, il y a quand même de la bienveillance. Voilà, il y a aussi de la bienveillance. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent mais vous êtes une famille merveilleuse quoi. Je me souviens d'une fois pendant les vacances, Une mamie, ouais. Elle vient nous voir, elle nous voit tous les 6. Et elle nous dit, mais vous m'avez égayé ma journée, c'est magnifique de vous voir tous les 6, vous êtes une super belle famille. Et là, on retrouve des paroles d'encouragement, en fait. Oui, absolument. Comme vous êtes venu chercher avec votre père au tout début, où c'est vraiment des paroles d'encouragement. Oui, c'est vrai. Alors, justement, on l'a dit, c'est un mystère. Hein. On s'interrogeait, on s'est intéressé à la vie des parents. Puis alors, vous avez 15 ans, donc forcément, vous pouvez le raconter, parce que les petits, ils ont 17 mois, ils ne peuvent pas nous dire. Donc, vous avez grandi comme ça, on n'a qu'une vie. Vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Vous avez toujours été 3. Et est-ce que vous vous rappelez de la toute petite enfance? C'est-à-dire, en fait, du coup, comment ça se passait? Vous aviez une seule chambre, plusieurs chambres? Je m'en souviens très vaguement, mais je me souviens qu'on dormait dans la même chambre. Il y avait un lit en face de moi, un à gauche, et on était en triangle comme ça, et on se parlait la nuit, enfin, des petits délires comme ça. Donc c'est comme les cousinades, mais vous, c'est tous les jours. C'est ça. On va se parler super tard le soir, tout ça. Donc il y avait une complicité, vous notiez une complicité entre eux? Oui.
oui. Dans la petite enfance. Dans la petite enfance, oui. Là, c'était quand ils étaient encore dans les lits en berceau. C'était des lits à roulettes. Hein. Et régulièrement, je retournais dans la chambre et je ne sais pas comment ils faisaient. Ils balançaient leur lit et ils se retrouvaient au centre de la chambre pour se balancer les doudous. Ou alors, ils arrivaient jusqu'au placard, ils me vidaient le placard. Mais ils étaient morts de rire, ils s'éclataient. Il fallait qu'ils se retrouvent au milieu. Et tous les trois, ils balançaient leur lit. Ils avaient quel âge, là? Ouais, ah non, beaucoup moins, ouais, entre 18 mois 18 et mois, 20 ils faisaient mois. rouler les lits. Ils faisaient Ah, mais c'est rouler intéressant les lits. l'instinct quand même. Hein. Ah oui. Et d'ailleurs, quand ils ont eu chacun leur chambre, je crois savoir que le week-end... Ouais, alors ils ont été chacun dans leur chambre à 7 ans. Ça a été difficile, surtout pour Evan, qui d'un coup ne m'a plus fait ses nuits. Donc toutes les nuits, il se levait et il me rejoignait dans le lit alors qu'il n'avait jamais dormi avec moi. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, non, stop. Tu es bien, tu es en sécurité, tes frères sont pas loin, mais pour lui, les chambres étaient à côté, mais c'était trop loin pour lui. Il se sentait perdu. Alors en classe, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont tout de suite... Je crois qu'au début, il n'y a pas la place pour les trois dans la classe. Alors voilà, moi, dans l'école où ils allaient, il n'y avait que 2 classes de petite section maternelle. Donc ça a été la grande discussion avec la directrice de l'école. Est-ce qu'on les séparait? Donc ça faisait 2 et 1. Qui je mettais ensemble? Je ne savais même pas. Je n'arrivais pas à faire de duo, en fait. Je me disais, est-ce que Bastien et Mathis? Du coup, Evan, il est tout seul. Ah oui, mais ça ne va pas aller. Enfin, ça me posait question. Je n'arrivais pas à prendre de décision. Et puis au final, on s'est dit, bon, on va les laisser tous les 3 ensemble. Et après, s'il faut les séparer, eh bien, on séparera. Et en fait, eh bien, depuis, ils ont toujours été ensemble. Et ils sont toujours ensemble. Et en plus, vous avez une grande fierté dans le sourire. C'est-à-dire qu'à partir de la 6e, c'est vous qui l'avez demandé. Ouais, on préférait pour s'aider, pour les emplois du temps, c'était mieux d'être ensemble. Mais alors, comment ça se passe? Parce que tous les frères et sœurs sur la planète ne s'entendent pas. Est-ce que vous bagarrez souvent? On se chamaille, mais... Comme des frères. Ouais. Mais alors, c'est gentil. Est-ce que ça tourne? Oui. Oui. Il y a souvent des duos où, par exemple, moi en ce moment, je me bagarre plus avec Mathis, ou la semaine prochaine, ce sera avec Bastien. Ah oui, c'est programmé. Il y a un planning. Un planning des disputes. Non, mais en tout cas, vous observez que naturellement, ça tourne. Oui. Et ça a toujours été. Est-ce qu'il y en a eu un, je vous pose la question, de 15 ans, qui s'est senti à l'écart, qui s'est dit, oh là là, ils sont plus complices les deux que moi? Non, jamais. Non. Vous l'avez jamais ressenti? Non. Et par rapport au reste du monde, c'est-à-dire qu'on suppose toujours, les jumeaux par exemple, souvent expliquent, et ils l'ont expliqué ici, que finalement ils n'ont pas besoin d'avoir des potes puisqu'ils sont tellement complices. Est-ce que vous avez la sensation que finalement c'est moins important pour vous que pour les autres d'avoir des amis, d'avoir des copains? Non, c'est pareil. Moi j'ai envie d'avoir mes amis. Juste les tiens? Ouais. Oui, et bah... Vous avez les mêmes ou pas? Non. On a des caractères différents, donc moi et Evan, on se ressemble plutôt pareil. Du coup, on va voir les mêmes gens et Mathis, il va voir d'autres personnes. C'est ça. Ouais. Et est-ce que vous, parce que pour le coup, ils ont 17 mois, les vôtres, il y a des questions que vous vous posez. Tout à l'heure, en rigolant, vous avez dit, bon, je pense qu'on a vécu le plus dur. Maintenant, on peut poser la question. Pascal, Oui. ils ont vécu le plus dur? Oui, je pense, oui. C'est vraiment la petite enfance là, qui est vraiment difficile jusqu'à 3 ans où il rentre à l'école. Parce qu'on fait, effectivement, on est dans la logistique. Et après, on passe sur autre chose. C'est de la logistique, mais ça coule plus naturellement. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que, du coup, on se pose la question de l'équité? On a parlé de l'affection. Donc qui est compliqué au début parce que du coup c'est pas naturel, il y en a 3 en même temps, on sait presque pas avec qui faire connaissance en premier. C'est ça. Est-ce que vous avez été super attentive à ça? C'est-à-dire quand il y avait un câlin pour un, il fallait absolument qu'il y ait un câlin pour les autres. Et puis on va voir le point de vue des enfants après. Mais j'ai toujours essayé de donner pareil à l'un et à l'autre. C'est quelque chose qui est présent à l'esprit ou de les prendre tous les 3 ensemble sur les genoux aussi. Et après, Evan pleurait beaucoup plus quand il était bébé. Donc, je pense que lui, je ne sais pas s'il a une demande peut-être un peu plus importante. Donc, effectivement, je veillais beaucoup plus à Evan, mais ils avaient quand même chacun leur chanson, chacun leur bisou. Alors, ça veut dire quoi, chacun leur chanson? Ils aimaient bien. En plus, on travaillait en crèche, donc j'ai un petit répertoire de chansons. Donc, forcément, ils aimaient. Ils disaient que c'est la honte pour eux.
carrément. Là, ils ont 15 ans maintenant. Alors, c'était quoi leur chanson préférée? Parce qu'évidemment, vous en souvenez pas. Si, il y a une chanson avec un serpent et il adore. Je le dis ou pas? Il adore des fois, il dit fais-moi le serpent parce que Ça nous fait rire en fait. eux, ils sont morts de rire, mais ils adorent. C'était notre petit rituel du soir et c'était important. Alors après, je vais me retourner vers la psychologue Isabelle, parce que dans les fratries classiques, où tous les enfants n'arrivent pas en même temps, on sait qu'il y a la place de l'aîné, et tous les aînés ont des trucs à se raconter. Il y a celui du milieu, ils ont tous des trucs à se raconter. Le petit dernier, bon. Est-ce que là, vous avez la sensation qu'ils avaient une place différente? Un rôle différent? Je pense qu'eux, ils répondront plus facilement. Alors, je vais leur poser la question, mais moi, vous... j'ai l'impression qu'Evan, lui, il a l'impression que j'aime peut-être plus ses frères, je sais pas. C'est un sentiment universel, d'abord, pour te mettre à l'aise. Ouais. Bah, à Alors mon avis, c'est pas qu'elle porte plus d'amour pour Bastien ou Mathis, mais je sens parfois elle protège plus Bastien, par exemple. On se dispute, c'est plus lui qui est défendu par elle que moi, elle me défend. Mais alors, est-ce que toi, Bastien, tu as la sensation de la même chose ou tu es d'accord avec Bah non, je pense pas, mais... Peut-être parce que tu fais plus de bêtises que tes frères. Donc, il y a quand même des comparaisons entre vous. Est-ce que d'un coup, il y en a un qui fait plus de bêtises, il y en a un qui a plus de câlins? Bah non, enfin, Mathis, par exemple, il va écouter sa musique, moi, ça va m'énerver, du coup, je vais le taper, du coup, maman, elle va s'énerver, enfin... Bon, on n'est pas égaux, quoi. Ça change. Avec rock'n'roll, quand même, encore pour un paquet. On a dit le plus dur est passé. Après, c'est effectivement rock'n'roll, c'est le mot qui dit. Mais je pense qu'en fait, c'est... là où c'est le plus dur, c'est parce qu'au début, c'est parce qu'il n'y a pas réellement d'échange avec le bébé. À partir du moment où il y a un échange, il y a des sourires, il y a des mimiques, il y a plein de choses qui se passent avec lui, il va faire un truc, il va être super content, il va vous faire un sourire, et là, vous n'en pouvez plus, quoi, vous fondez complètement. À partir du moment où ça commence à arriver, là... À quel âge ils ont marché? 15 mois. Ne comparez pas, ne comparez pas. Et donc, du coup, en écoutant tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, par exemple, vous avez ressenti quoi? Vous vous êtes dit, waouh, je savais pas que c'était à ce point-là. Mais en fait, on a l'impression que c'est dur. C'est super dur. Du coup, on dit, elle a du courage, quoi. Enfin, elle a fait ça presque toute seule, donc... À votre avis, aujourd'hui, elle attend quoi de vous? Qu'on l'aime. On l'aide. Qu'on l'aide, qu'on l'aime. Qu'on soit là pour elle, quoi. Je ne saurais pas Vous avez comment le envie de dire. la rendre fière. Voilà, c'est ça, oui. Mais à l'école, par exemple, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des attentes? Bah, on veut qu'on réussisse, qu'on ait des bonnes notes, que... Bon, on passe le brevet cette année, donc il y a un peu de pression. Grosse pression. Et vous avez envie de vous orienter vers quoi dans la vie? Moi, je suis plutôt vers la comédie. Comédien? Moi, je sais pas du tout. Moi, peut-être animateur radio, je sais pas encore. On est encore jeune. Animateur radio, comédien, réfléchir. t'as plus qu'à faire chanteur. Là, c'est pense show pas, business mais- à fond. Et donc, bon, voilà, vous avez été maman, vous avez consacré 15 ans de votre vie à vos enfants. Oui. Il n'y a pas un autre homme qui est venu Non. dans cette famille. Vous avez la sensation que ça aurait été possible? Il y avait de la place? Non, je crois que sincèrement, il n'y en avait pas. Non, on s'est forgés tous les quatre et c'était difficile de trouver le temps. J'en avais pas spécialement envie. Je pense que la peur de l'abandon encore était présent. Après, maintenant, si ça se fait, ça se fera. Mais je laisse faire les choses. Non, Mais vous, est-ce que vous êtes prêt à laisser la place, à laisser un peu de place? Ben, maintenant qu'on est plus grand, j'aimerais bien qu'elle rencontre un homme, mais qu'elle fasse sa vie. Et ouais, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la famille. Et Même ouais. si ça va être dur. Si ça la rend heureuse, bah, c'est le principal. Mais vous êtes d'accord là-dessus tous les deux? Oui. Bon, le message est passé. Il n'y a plus qu'à Est-ce que vous avez, donc je me demande si vous avez des questions, il y a des questions que vous vous posez, vous avez envie de leur poser, parce qu'effectivement, il y a presque 13 ans d'avance. Ouais, mais c'est super, super sympa et très émouvant finalement Ouais. de voir les trois garçons avoir autant de reconnaissance. Et c'est vrai que Ça donne encore ça plus donne la envie, pêche. ouais. Quoi. Ça donne Ouais, encore- franchement, ça donne encore plus envie de vraiment avancer. Et je suis vraiment, en fait, c'est là que je me rends compte que je suis heureux de ne pas être parti, quoi, tout simplement, et d'avoir réussi à surmonter tout ça, mes peurs, mes angoisses.
Ce qui, pour un papa, n'est pas toujours évident parce que malheureusement, nous, on le voit un petit peu, c'est qu'on rencontre quelques mamans de triplés qui sont seules. Et Mais ça, je ne savais pas du tout que c'était répandu. Ouais, Là, il y a cette c'est la facilité-là fierté, pour c'est, je sais pas, on n'en parle pas et les hommes ont souvent du mal à dire ou à aller consulter un psychologue ou à demander de l'aide quelque part, quoi que ce soit. C'est dur d'avouer sa vulnérabilité. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dur de montrer une phase de faiblesse. Enfin, ouais, c'est compliqué. Et moi, je suis vraiment content d'avoir pu passer ça et surtout très très fier de ma femme qui assure, tu peux dire. Géraldine, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne justement de votre expérience? Se dire que on n'est pas surhumaine, que si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Après, c'est inné finalement. C'est donner de l'espoir finalement et dire aux mamans, voilà, vous êtes capables, vous en faites pas, vous allez vous en sortir. Et nous, on a la chance, Pascal et nous, de ne pas avoir d'handicap à gérer. Parce que malheureusement, dans les triplés, ça arrive aussi souvent, finalement, qu'il y a un handicap qui se greffe et qui est à gérer. Mais voilà, c'est vraiment chouette, finalement. Et je suis d'autant plus convaincue en voyant 3 frères qui ont cette cohésion ensemble. Et c'est chouette à Vous vous voir. rendez compte de la responsabilité que vous aviez? Soit vous leur donniez envie que ces enfants grandissent. C'est une jolie image. Mais Ouais. Non, ça vous donne une belle image, en tout cas. Qu'est-ce qui vous bouleversait dans ce que vous entendiez? Moi, ça me rend fière. Ah, mais il y a de quoi, hein. Ça me rend fière parce que j'ai travaillé dur. Je me rends bien compte. Donc c'est super, effectivement, faire passer le message à ses parents. On est un groupe de parents de triplés où on est extrêmement présents les uns pour les autres et beaucoup de bienveillance. Et oui, on y arrive avec les difficultés de chacun et on peut être fiers chacun à notre niveau de ce qu'on accomplit parce que je reprendrai le mot tout à l'heure, je dis pareil, c'est un tsunami qui nous arrive dans notre vie et il faut l'affronter. Il faut l'affronter au quotidien et nous, le regard des autres, le couple, il y a tout ça à gérer. Il n'y a pas que les trois bébés. Donc, quand on y arrive, quand on voit qu'ils réussissent, quand on voit que l'entourage, l'équipe éducative, le collège, les professeurs vous rassurent en vous disant bravo, quoi. Ils réussissent, ils sont bien, ils sont polis, ils sont respectueux. Voilà, on prend. C'est ma récompense. Ça donne du sens. Ça donne du sens et c'est ma récompense, ouais. Et est-ce que le fait de rencontrer des parents, vous parlez d'une association, d'ailleurs, il faudra citer tout à l'heure les associations qui existent, qui vivent la même chose, on se sent compris enfin? Oui, parce qu'on parle de la même chose. On parle de la même chose, on a ils ont les mêmes inquiétudes, on passe par les mêmes étapes, donc les questions ont du sens. Qu'est-ce que vous faites? Vous les séparez à l'école, vous les séparez pas? Comment vous avez fait pour les gérer en même temps pour les repas? Vous les mettez en même temps ou pas? Vous les séparez dans les lits? Vous les mettez ensemble ou pas? Voilà, toutes ces petites questions. Après, chacun fait en son ressenti, mais besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit écoute, moi j'ai fait ça, peut-être que ça peut t'aider. Et ça, on le fait bien. Avoir des échanges, quoi. Ouais, des échanges, réseaux sociaux aussi. De pouvoir poser. Beaucoup, on est sur un groupe, sur un réseau comme ça où on échange. Sur Internet? Ouais, sur Internet où on échange beaucoup et c'est vachement bien, quoi. C'est hyper important. Ne serait-ce que pour décharger sa journée. Des fois, ouais. Pas plus tard que 3 jours où voilà, la varicelle, la maladie, l'inquiétude, la fatigue, bref, où on dépose nos valises et puis après, voilà, on a des messages d'encouragement qui font voir aussi qu'on n'est pas seul au monde. Voilà. Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous connaissez Sybille? Oui. Vous la connaissez? Oui. Alors, on va la regarder ensemble, les enfants, vous allez voir, parce que vous la connaissez, Sybille? Oui. Puisque Sybille, vous avez forcément de la compassion pour elle, puisqu'elle a eu des triplés, et elle en avait déjà 3. Elle en avait déjà 3, donc ça fait 6. Et elle est assez étonnante, on va le voir. Elle nous a reçus avec son mari dans les Pyrénées-Orientales. C'est Laetitia Dija qui était là. Et vous allez voir qu'elle fait quelque chose de très particulier dont vous allez vous souvenir longtemps, puisqu'elle fait du Kanga Training. Regardez.
Je suis maman de 6 enfants, une aînée de 14 ans, un garçon de 9 ans et demi, et la troisième 5 ans, et le trio, les triplés de 21 mois. Avec 6 enfants, c'est pas toujours facile. John, tu veux encore de salade? C'est aussi une organisation, c'est aussi le papa qui doit participer. Donc j'ai la chance qu'il participe beaucoup. On fait tout ensemble. Papa, après peut-être je veux de la salade. Oui, je te donne de la salade Ça, c'est aussi. pour papa. On n'a pas de choix un peu avec des 3 bébés d'un coup, on doit rester actif. Hop. Allez. J'aime beaucoup bouger. Pour moi, le sport, ça me sauve. Ça me sauve parce que c'est pour moralement, pour tenir. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? J'ai commencé de donner des cours de Kanga Training il y a à peu près 4 ans. C'est complet pour une maman, c'est pour les jeunes mamans avec leur bébé, pour se remettre en forme. Et donc c'est une façon de faire du sport avec bébé. Vous avez pu un petit peu, vous êtes prêts? On va attaquer. Et on commence avec qui à côté? À côté? Encore 4, 3, et on tourne. Les enfants sont, la plupart du temps, ils sont installés dans un porte-bébé physiologique ou une écharpe de portage. La plupart des mamans, ils apprécient beaucoup ce moment-là de câlin, de portage. Et les bébés nous servent de poids. Le plus ils grandissent, ils grossissent, le plus on peut se muscler, s'entraîner, le plus on peut y aller. J'essaie de préparer les mamans au quotidien. Après, quand ils ont fait du sport, normalement, ils sont plus équilibrés, ou ils ont eu un moment avec leur bébé, ils ont eu un moment pour eux. On se sent plus fort autant que maman. C'est mon premier cours et j'ai trouvé ça sympa. Et puis au moins, on peut se remettre en forme tout en étant avec bébé et pas le laisser à la maison, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dur quand on vient d'accoucher de laisser bébé à la maison et de partir pour prendre soin de soi, quoi. Merci. Maintenant, on est prêt pour notre journée. On est en forme pour s'occuper des enfants. Voilà. Et super, merci beaucoup. Alors j'entends vos réactions d'un instant à l'autre, mais je vais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant la diffusion du reportage. Céline, Aude et Luc. Bonjour. Les camarades. Bonjour. Donc vous la connaissez. Oui. Et puis alors, je ne sais pas quoi lire sur votre visage, il y a un sourire. C'est un peu une superwoman. Ah oui, nous, on est déjà des super mamans, super famille. Mais alors, elle, avec ses 6 enfants... moi, elle m'a épatée, je l'ai vue. On s'est rencontrés lors d'une rencontre que de parents de triplés. Et donc, ces bébés, ils étaient encore plus petits que ça. Et ils sont extraordinaires. Et puis tout ce qu'elle fait, même moi, je ne fais pas la moitié de ce qu'elle fait. Donc, vous ne pouvez pas aussi, avec le poids qu'il faut. Non, je ne peux plus, c'est terminé. Mais non, je suis en admiration devant elle. Hein, votre réaction quand vous voyez... Ce reportage de Kanga Training, vous connaissiez donc? Via notre groupe de parents de triplés, mais moi je sais que je ne le ferai pas personnellement. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas porter avec 3 enfants, en fait, clairement. Au départ, c'est fait pour quand on a un enfant. Voilà. Ouais. Avec un, avec plaisir, avec 2 à la limite, peut-être. Et si derrière, Philippe vient avec voilà, moi, c'est ça, parce que les papas peuvent le faire. Ouais. Philippe, un devant, un derrière. Non, ceci, je trouve ça très bien de rester motivé pour avoir 6 enfants. De continuer de faire des choses et de rester... c'est important. Actif, Prendre soin de soi, Prendre soin de c'est soi. nécessaire, et sans culpabilité si possible. Oui, ça c'est important. Et surtout,
parce que ça permet effectivement aux enfants de savoir de ressentir qu'ils ont une maman qui va bien. Et ça, c'est important parce que si la maman va bien, les enfants vont bien aussi. Donc tout ça, c'est... C'est important de se dire ça pour pas culpabiliser, pour pas se sentir égoïste. Il faut pas. Donc là, de se dire que voilà, on fait ce qu'on peut et du moment qu'on fait suffisamment, c'est suffisant, ça peut être bien. Voilà, sans avoir effectivement de sentiment de culpabilité en laissant ses enfants, parce qu'on les abandonne pas, quoi. On va les rechercher après, mais il faut se faire du bien. Bon, en tout cas, après, on prend mieux soin des autres si on prend soin de soi. Aussi, voilà. C'est important de le retenir, vous êtes d'accord? Ouais. Alors, le Kanga Training, ça arrive en France. C'est assez récent, il n'y a pas énormément de cours. C'est une discipline, ça s'appelle Kanga, déjà à cause de Maman Gourou. Vous connaissez Grand Gourou dans Winnie l'ourson. Ça vient d'Autriche. Et la Maman Gourou, Grand Gourou dans Winnie l'ourson s'appelle Kanga en Autriche. Donc, c'est pour ça le Kanga Training. C'est une discipline qui met à profit tout le corps. C'est une gymnastique très souple et très légère après la grossesse. On peut regarder, si tu veux bien lancer, il y a un petit clip, ils font même des flash mobs où les mamans se retrouvent dans les rues c'est un événement de charité. Bon, et si on trouve un cours près de chez soi, ça se fait quoi, une semaine après être rentrée de la maternité? Alors non, il faut attendre comme toute reprise de sport léger après l'accouchement, 6 à 8 semaines pour un accouchement naturel et puis 10 à 12 semaines pour une césarienne. Mais ça, c'est aussi chaque femme qui le sent. Il y a des femmes qui vont reprendre le sport 3 mois après l'accouchement. Il n'y a pas de règles. Ça apporte quoi finalement pour la santé? Parce qu'on comprend, un moment pour soi, faire du sport et être avec son enfant, ça doit être un moment très particulier, une proximité, mais pour la santé, ça apporte quoi? Alors pour la santé, déjà, on doit avoir fait sa rééducation et donc ça tonifie après le périnée. On continue à retravailler sa sangle abdominale parce qu'on sait que ça a été fortement distendu avec les grossesses et encore plus quand on a eu plusieurs enfants. Et puis pour le bébé, il y a un vrai mieux, on le sait dans les pays où les bébés sont portés. Il y a énormément de civilisations dans lesquelles on porte encore le bébé tout le temps. Le bébé est plus tonique, il a une meilleure motricité. Le système osseux des hanches, à force d'être porté, se solidifie différemment et beaucoup mieux. La position de la grenouille que l'on a quand on porte le bébé est très intéressante. Il y a le rapport aussi maman-enfant, le bébé est plus calme. Il y a cet échange, il y a l'odeur, le peau contre peau, donc ça le calme, ça l'apaise. On reproduit les balancements qu'il y a aussi pendant toute la vie utérine. Donc c'est vraiment un sport qui associe ça jusqu'au bout. Et puis la maman, elle peut aussi ne pas avoir de solution de garde pour son bébé et avoir envie de reprendre le sport. Donc c'est une pierre deux coups, quoi. Voilà. Moi, j'avoue que j'aurais eu un peu de mal aussi à le faire parce que autant le portage... Je rappelle que Céline a 4 enfants. Ils ne sont pas nés en même temps. Non, ils ne sont pas nés en même temps. Et je suis ultra admirative parce que... Moi qui te voyais comme une super maman, t'es une petite joueuse. Ah, mais c'est vraiment ça. Non, c'est différent. Petite joueuse, j'irais pas jusque non, mais vraiment, parce que 3, je ne sais même pas comment on fait pour mettre des chaussures à 3 enfants en même temps. C'est des choses toutes bêtes. Chaque chaussure a son une vraie question. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas pensé. Je me sens coupable. Comment on fait pour mettre des chaussures 6 chaussures à 3 enfants? C'est quoi la question? Bon, l'un après l'autre. Les uns derrière les autres. Vous prenez le pied, vous mettez Mais moi, les miens, personnellement, on enlevait leurs chaussures très rapidement quand je les mettais pas dans la voiture, je leur faisais pas. Là, il y en a certainement un qui enlève ses chaussures pendant que l'autre. Enfin, non, ça va. Non, ça va aller. C'est des petites choses comme ça. Le scotch, ça tient toujours bien, c'est assez efficace. Il y a pas trop de... Et en France, du coup, il y a que dans les Pyrénées-Orientales ou il y a d'autres? Non, il y a à Orléans, on voit quelques coachs qui apparaissent un petit peu partout. Du coup, quand on n'a pas de bébé, on est exclu. Oui, ou alors on trouve des parents de triplés. Voilà. Mais voilà. Mais depuis tout à l'heure, vous disiez on n'a pas un moment à soi. Effectivement, vous pouvez faire des prêts d'enfants pour le Kanga Training. A contrario, des fois, on a du mal à les laisser. Ah, c'est-à-dire que vous dites, bon, il faut du temps pour nous, mais dès que vous les laissez, vous êtes tellement fusionnel avec eux, ça devient compliqué. Ça n'a pas l'air difficile pour Géraldine. Comment dire? Moi, le lundi, j'ai la chance d'avoir une place en crèche pour les 3.
Je vais pas me le cacher, je suis très contente le dimanche soir quand je me dis que le lendemain, j'ai ma journée. Je culpabilise même pas. C'est horrible, hein, mais... Sauf s'ils ont la Non, varicelle. c'est pas horrible, c'est très bien. Je sais que je vais les récupérer le soir à 17h. Je suis très contente, mais... Vous comprenez ça? Oui, je pense que c'est peut-être plus la difficulté de les laisser à la maison. À la Peut-être, maison, nous, on sait le travail qu'il y a, donc peut-être que c'est plus difficile dans ce sens de trouver une nounou et de les laisser à d'autres personnes. Mais à la crèche, oui, c'est trop bien. C'est trop bien. Aude, tu veux nous parler effectivement d'une maman de triplé. Une super maman de triplé. Alors, je vous ai déniché une petite histoire assez insolite qui nous vient des États-Unis. C'est l'histoire de Suzy Goodwin. Sourire américain. Est-ce qu'elle fait partie de votre club, Suzy? Et voilà. Non. Suzy, elle a 35 ans. Elle a 4 enfants, un peu comme vous, dont des triplés. Et c'est une grande sportive, un peu comme Sybille. Grande sportive qui s'est fixée depuis déjà 15 ans un défi, c'est de courir un marathon dans les 50 États américains. Donc là, elle a déjà couru dans 42 États. Et il y a quelques mois, elle courait une course, dans l'Arkansas. Et elle a décidé de corser un peu les choses. Elle s'est dit, je vais courir avec La poussette? la poussette et avec les triplés, qui avaient à l'époque 12 mois. J'ai pas entendu la réaction de Géraldine. Vous dites ça? Je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi. Ouais. Ah oui, parce que ça a fait le buzz, évidemment, dans le monde entier, parce que c'est quand même incroyable. J'ai une petite vidéo. Ouais. Accrochez-vous parce que ça déménage. Hein. C'est un coureur qui a pris la vidéo. Donc, ça vaut ce que ça Donc vaut. elle court vraiment à l'allure classique. Elle court en poussant sa poussette avec les 3 bébés qui sont, alors vous allez le voir, hyper contents. Les voilà. C'est un semi-marathon qu'elle a couru en combien de temps? C'est un semi-marathon, donc 21 km qu'elle a couru en 2 heures, 1 minute et 13 secondes. C'est pas mal. Vraiment très bien. ouais. Et c'est Elle a la génial. pression du Et ce dont bidon elle était très d'après. très fière, c'est qu'elle a réussi à doubler un certain nombre de mecs costauds qui étaient là, qui la regardaient en disant oh non, je suis en train de me faire doubler par la maman avec ses 3 enfants. Donc, Mais les donc, messieurs, elle ils était avaient fière une d'elle. poussette aussi? Alors évidemment, c'était la seule. Et il n'y a pas eu de problème de couche, Alors, si, en plus, elle a eu un handicap. Mais bien sûr, elle a eu c'est 2 heures, 1 minute et 13 secondes, mais en plus avec des arrêts pour changer les couches, voilà, les technique, gâteaux. quand même. Donc voilà, moi je la trouve vraiment. Elle était toute contente. Comment elle a eu sur la ligne l'idée de faire d'arrivée. ça? Alors, elle a eu cette idée, parce que bon, déjà, elle s'entraînait beaucoup avec ses triplés, et surtout, elle voulait remercier et rendre hommage au service de néonatologie où ces triplés ont été accueillis pendant les 10 premières semaines de leur vie, parce qu'ils sont nés prématurément, comme l'essentiel des triplés. Et elle a voulu donc faire un petit coup d'éclat comme ça pour dire merci aux infirmières, aux médecins. Et elle a aussi voulu montrer que c'est pas parce qu'on a des triplés que on est obligé d'arrêter de vivre. Alors, moi, je trouve qu'elle est un peu complexante quand même, on va pas se mentir, parce que même moi, sans triplé, vous diriez ça, sans enfant, je cours pas même 5 km. Complexante. Oui, il faut le dire. Géraldine aussi. Admirative. Ouais, pas trop, mais... elle a une volonté incroyable. Et moi, voilà, En tout cas, son message, c'est de dire on n'est pas que ça. On n'est pas que Même si ça, ça on prend peut aussi être quasiment une femme, tout le temps. avoir des activités, voilà, essayer de continuer à penser à soi. Elle est américaine en même temps. Oui. Puis il y a une deuxième maman. C'est n'importe quoi. C'est ça. Non, mais d'ailleurs, ça lui donne un beau sourire. Voilà. Elle est américaine, elle fait sa maline. Voilà. C'est un peu ça. Elle a les dents bien Bien blanche, en effet, Voilà. bien blanche. Et la deuxième, un parfait périnée. Et puis quand c'est un buzz mondial. Exactement. Et la deuxième maman dont je vais vous parler est aussi extraordinaire. Elle est aussi américaine, mais il n'y a pas que des mamans extraordinaires aux États-Unis. Elle est aussi très jolie, elle a aussi un très beau sourire. Et elle a C'est pas ça qui joue dans la série. Non, c'est une blague. Elle pourrait jouer dans une série. Alors elle a eu des triplés également. Elle a 30 ans. Elle est en Californie cette fois. Et cette femme qui s'appelle donc Désirée Fortine, elle s'est longtemps battue pour avoir des enfants. Elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques, donc ça a été un vrai parcours du combattant pour avoir ses triplés. Quand elle est tombée enceinte, elle s'est dit je vais faire un blog où elle retraçait tout ce qu'elle a pu traverser pendant sa grossesse. Et puis sur ce blog, alors il y a énormément de photos. Américaine. Voilà, aussi. Ils ont toujours des photos les filles. des belles photos de catalogue avec des Réaction de Pascal. ils sont bien blonds. Ils en ont pas marre d'être parfaits, c'est ça? C'est magnifique. C'est terrible. Bah, justement, C'est pas vrai. Parce que regardez la photo qu'elle a publiée, Désirée, en janvier et qui a fait le buzz. C'est cette photo-là. En fait, c'est elle, c'est son ventre, on voit son petit bidon et ses cicatrices avec ses trois. Alors avant bébés. d'expliquer la démarche, vous avez entendu parler de ce buzz-là? Oui, j'en ai entendu parler. Parce que c'est quoi qu'il y a derrière cette proposition-là?
En fait, ce qu'elle a voulu montrer, c'est que, eh bien oui, quand on est maman, de triplés, voilà, elle a des triplés, mais c'est valable pour toutes les mamans, notre corps change. Et elle a voulu rendre hommage au corps des femmes et au corps des mamans en disant que finalement, ce ventre et ces cicatrices, elles sont pour elle symboles du miracle de la vie. Parce que pour elle, ça a été vraiment un miracle. Elle appelle ça ces hope wounds, c'est-à-dire des blessures d'espoir. Parce qu'elle a rencontré plein de difficultés pour tomber enceinte pendant sa grossesse. Elle a eu un gros baby blues quand elle a eu ses triplés. Et toutes ces difficultés, elle les a traversées. Et aujourd'hui, son corps, elle a décidé de le trouver beau. Et quand on lui dit « Ah bah, vous allez accoucher quand » Parce que c'était ça le déclic. On lui a dit deux personnes dans la même semaine. Alors qu'elle avait déjà accouché. Alors qu'elle avait accouché depuis un an. C'était un petit peu la guerre. Depuis un an. Alors elle s'est dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me vexe ? Ou est-ce que je réfléchis sur ce que symbolise mon corps, ce nouveau corps ?» Elle a décidé de faire ça et de se réapproprier cette nouvelle image d'elle-même et de lancer ce message aux femmes. Et donc la première photo qu'on voit, où on a un peu ricané parce qu'ils sont un peu parfaits, donc ça c'était avant cette remarque, avant cette réflexion. C'est-à-dire qu'elle voulait envoyer une image un peu magnifique. Et puis elle s'est dit, non mais je vais montrer autre chose. Exactement. La vie, c'est ça, c'est un pique-nique en famille. Puis c'est aussi, c'est aussi moins glamour. Alors elle en a publié d'autres depuis. Qui sont des très jolies photos où on voit qu'elle a un petit bidon, et elle a décidé de s'afficher. Il est en réalité, ça n'a rien de choquant. Enfin, ça peut. Moi, je trouve que ça n'a rien de choquant. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les magazines. Mais c'est pas ce qu'on montre, ce qu'on aime montrer d'habitude. C'est la réalité. Sur ses comptes Instagram, sur Facebook, on se montre, on est très beau et tout. En réalité, voilà. Et ça a été remarqué sur Internet. Exactement. Ça a été remarqué par les médias américains, partagé par énormément de mamans sur des blogs qui ont elles-mêmes décidé de faire la même chose, de suivre son exemple. Donc voilà, moi je trouve que c'est un beau message qu'elle donne, cette femme. La démarche c'est une question d'authenticité en fait. Ouais, la grossesse change le corps et puis voilà, on aimerait quand même pouvoir se retrouver après l'accouchement et après avoir eu 4 enfants. Donc oui, c'est important de se réapproprier son corps. Ouais. Ah oui, c'est pas facile parce qu'on change complètement. Le ventre est distendu, pas joli. Puis en plus, on n'a pas spécialement le temps de prendre soin de soi. Bien sûr. Et on n'est pas préparé en fait. On n'est pas préparé et donc du coup, il faut faire avec ce nouveau corps. Ça veut dire quoi? C'est une personne vient vous dire avant de faire un enfant? Même les copines. C'est terrible en fait. Il y a du mensonge de la part de Ah oui, il y a des non-dits terribles. C'est assez rare qu'on nous dise tu vas voir, c'est une catastrophe parce que c'est un peu la réalité. Vergetures, le ventre n'est plus jamais pareil, le corps n'est plus jamais pareil. On a forcément des vergetures. On continue à nous dire qu'en s'enduisant de crème 2 fois par jour, ça marche. C'est faux. Donc on se retrouve toutes à s'enduire de crème pendant toute la grossesse et en fait non. Vous êtes toutes d'accord là-dessus? C'est faux. C'est faux. Ok. Luc, on n'a pas ces problèmes. Non, on a des vergetures aussi. Et donc tu vas nous parler d'un papa. Ah oui, donne-moi cet outil. Merci. Oui, je vais vous parler d'un papa formidable. Mon coup de cœur de papa. Ce papa s'appelle Michael. Michael, avec sa Il n'est pas américain. Et non, il habite en banlieue parisienne. On dit pas Michael, on dit Michael. Michael, voilà. Et avec sa femme Stéphanie, ils avaient déjà une fille qui s'appelait Violette. Alors ils se disent, on va faire un autre enfant tant qu'on y est, machin. Mais vous vous doutez de la suite. Triplé. Eh ben non. Alors ils ont pas eu. Non, ils avaient déjà une fille. Ils ont eu deux filles qui sont arrivées, des jumelles, 2 filles, et un but très rapproché. Alors je vais vous dire le truc. Je cite Michael quand il a su qu'il avait des jumelles. C'est le drame. C'était un choc. Il a failli s'évanouir. Tellement, ils n'attendaient pas à ça. Et alors, ce Michael, il est toujours d'ailleurs dessinateur professionnel. Il fait des dessins, il fait des illustrations. Voilà. Et il s'est défini comme un papa cube. C'est-à-dire que papa au cube, vous faites des maths. Au carré, au cube, avec 3 enfants, il s'est dit fois 3, ce qui mathématiquement n'est pas juste, mais c'est pas Et donc, il a décidé de croquer sa nouvelle vie au quotidien avec son épouse, Stéphanie. Donc de la dessiner. Et de la dessiner. Alors, par exemple, vous voyez, et moi je trouve ça c'est super drôle, et il a fait des dessins comme ça. Alors voilà, le truc sympa avec les jumeaux et la petite fille, c'est qu'on a un peu le look de star de cinéma. Ça fait un peu... C'est ce que vous avez vécu, Pascal, au marché, vous nous racontez. Oui, voilà, c'est ça. Angelina Jolie et Brad Pitt à l'époque de leur superbe. Voilà. C'est ce qu'on a vécu aussi quand l'équipe est venue tourner le reportage. Notre équipe à nous. Voilà.
déjà que quand on arrive avec les triplés, c'est déjà, déjà bien remarqué. Et avec l'équipe qui cavalait partout pour les caméras et tout. On dit, vous bon, appelait bah, Brad. voilà. À Melun. Ouais, c'est ça. Alors voilà. Et alors il s'est dit, parce que l'idée c'était quoi? C'était qu'au départ, la famille, les amis, les proches, ils savent pas ce qu'on vit. Et c'est quand même, vous le savez mieux que moi, c'est quand même... On n'a même pas le temps de le raconter. On n'a même pas le temps de le raconter. Alors par exemple, il a croqué ça. Voilà, le quotidien, c'est ça. C'est 16 biberons, 16 couches, 2 bains, les bodys, les pyjamas, voilà, il s'est amusé à faire ça. Donc au début, il montre ça à qui? Ces dessins? Et il pour la montre famille ça à leur famille et à leurs amis, pour leur dire, rendez-vous compte de ce que vous vivez. Et puis après, ils se disent aussi, bon, pour lui, Je suis sûr que là, Pascal et Géraldine se disent, il a quand même le temps de dessiner. Oui, alors c'est une bonne remarque parce qu'au final, on va expliquer plus tard. Alors, voilà, et alors il s'est dit, c'est un exutoire aussi, parce que c'est un dessinateur, il a besoin d'un... Bon. Ouais. Et il se dit aussi, je fais ça aussi pour mes filles, pour qu'elles sachent que quand elles seront grandes, c'était pas simple au quotidien. Hein. Alors voilà, ça j'aime bien aussi. Là, ça s'appelle La Teuf Non-Stop. Maintenant que je t'ai habillé, baigné, je vais pouvoir refaire la même chose avec ta sœur. Et la vie. Ils sont jolis les dessins en plus. Hein. Oui, ils sont chouettes. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et alors, il s'arrête pas là, notre ami Michael, puisqu'il décide de diffuser ça sur un blog où il contacte d'autres parents, du coup, qui sont dans la même situation que vous, et pour partager un petit peu ce qu'ils vivent. Voilà, par exemple, l'ascenseur. C'est moi qui appuie sur le bouton. Vous voyez, par exemple. Et donc. Attendez, c'est important. J'ai pas pensé effectivement à la période. Parce qu'on a parlé des bébés, puis on a parlé des ados. Et puis il y a cette période du non, par exemple. Où il y a personne de non, c'est moi. Parce qu'en fait, un enfant a besoin à un moment donné, ça fait. Donc là, les trois, comment ça se passait? C'est chacun son tour. C'est obligé. Chacun son tour, on appuie sur le bouton. Mais après, moi, j'ai eu la chance. Par exemple, maintenant, ils peuvent aller devant dans la voiture et tout ça. Je me dis, mais comment je vais faire? Parce que moi, je me rappelle, petite, j'avais toujours envie d'aller devant. Et puis, c'était la sœur aînée qui y allait. Et voilà. Et en fait, ils font chacun leur tour. Mais ils le font naturellement. Enfin, il y en a surtout 2 qui vont devant. Et ils le font naturellement. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Donc, je pense que ça se fait. Ils comprennent qu'il faut que ça soit chacun leur tour. Et voilà. C'est inné. C'est inné. Moi qui appuie sur le bouton, ce sera ton tour. Mais c'est là où la nature est bien faite, je reviens sur ça, parce que moi j'étais une famille de 5 garçons. Il y avait des jumeaux, mais il n'y avait pas de triplets. 5 garçons à la maison. Mais on s'organisait comme ça, dans un truc relativement sain, qui faisait que chacun son tour, on partageait. Le truc de devant, ça m'a fait tilt là. Tu penses que la Tu faisais partie de ceux qui montaient pas devant ou qui montaient toujours? Moi j'étais le petit dernier, j'étais le chouchou. Donc, t'es toujours devant. Donc j'étais devant, mais les autres étaient déjà quittés la maison. Donc j'avais la limousine pour moi. C'était une de chevaux. Facile. Enfin voilà. Donc notre ami Michael, je reviens à lui, se décide d'ouvrir un blog pour partager. Et là il se rend compte qu'il y a plein de parents comme vous et qui vivent les mêmes choses. Alors ça dédramatise pour lui, ça lui fait du bien. Il se dit je suis pas le seul à galérer et voilà. Alors il publie ce genre de choses. Voilà. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le correcteur d'orthographe de mon téléphone remplace le mot enfant par enfer? Ça m'a fait marrer. Mais alors du coup, il n'y a pas un livre qui existe? Alors là, justement, le projet c'est qu'il va bientôt sortir un bouquin, un BD. Le blog a marché, j'imagine. Le blog a marché, il est suivi par plus de 60 000 personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, tout le monde échange et voilà, c'est rigolo. Et il va sortir très bientôt une BD sur son aventure, enfin l'aventure de sa famille, je veux dire, de la grossesse de son épouse jusqu'à aujourd'hui où ses enfants ont 7 et 9 ans. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des choses à raconter. C'est ce que vous nous avez prouvé en fait. Hein. C'est que là, je me rends compte qu'il y a des milliards de questions, mais on peut pas, c'est la fin. Mais vous reviendrez. Mais voilà. Mais en tout cas, merci. Merci les camarades. Merci. Je voulais vous remercier. Je voulais surtout savoir comment vous vous sentez sans les petits. Eh bien. On a beaucoup parlé d'eux, hein. Ouais. Non, je me sens bien parce que je sais qu'ils sont très bien pris en charge par mes parents et par le parrain d'Améline. Donc, ils ont été formés, les parents? Ouais. et puis ils sont habitués maintenant. Hein. Ils sont super pour ça. On est bien accompagnés. Bon, embrassez-les. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être venus de Montpellier. Oui. De la région de Montpellier. Et oui. Et donc, ça nous a fait plaisir. Et puis, merci d'être venus, les garçons. Donc, il y en a un qui sera comédien, un qui sera animateur radio, et l'autre, on ne sait pas encore. Tu chantes bien? Non. Bon, c'est pas chanteur. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir fait partager ce mystère, parce qu'on l'a dit, il y avait un vrai mystère. Merci Isabelle. Et merci à vous pour votre attention. On se retrouve très très vite sur France 2. Jeudi, dans 1001 vies,
Nos invités viendront nous parler de l'histoire d'amour impossible qu'elles ont traversée contre l'avis de leurs proches. Pour moi, c'était essentiel que la personne que j'ai choisie soit acceptée et je ne voulais pas de rupture. Marie-France est issue d'une grande famille bourgeoise. Pour sa famille, sa rencontre avec un homme d'origine modeste va être vécue comme un cataclysme. Ils habitaient dans la HLM, donc pour mes parents, c'était quand même un peu effrayant. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui me disait il n'est pas de notre monde, c'est pas notre milieu. Adeline avait seulement 17 ans lorsqu'elle tombe sous le charme d'un homme de 40 ans. La première fois qu'on s'embrasse, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Il est beaucoup plus âgé. En fait, la différence d'âge, on l'oublie. Pendant 3 ans, Adeline cachera cet amour immoral à sa mère. Je savais que ça serait pas accepté et j'avais absolument pas envie de subir une pression familiale. J'avais envie de vivre mon histoire comme j'avais décidé. Une fois le secret découvert, Bénédicte, la mère d'Adeline, va réagir violemment. Il avait l'âge de son père. J'ai dit, c'est pas possible, Adeline, tu es folle. On pensait qu'elle partait dans une impasse, quoi.